Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous, épisode 29. On est au mois de mai, on est le 7, en fait jeudi le 7 mai, vous allez entendre cet épisode le 9 mai. Grosse semaine évidemment. Là, je vais pas faire une longue introduction parce qu'on a un épisode assez chargé. On a beaucoup d'interventions. Deux nouveaux, je dirais pas collaborateurs, mais deux entrevues vraiment intéressantes que j'ai réalisées avec Alexandre Klein, qui est chercheur, professeur d'histoire et philosophe, entre autres au Cégep André Laurando, mais à la faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa, sur le traçage électronique, sur la surveillance numérique qui, de plus en plus, est un moyen qu'envisagent les gouvernements pour contrôler la pandémie, pour contrôler les gens qui sont malades, pour savoir leurs déplacements et pour comprendre aussi leurs déplacements. Évidemment, ça pose d'énormes dangers pour les libertés. Je sais qu'il y en a qui minimisent ça, mais pas moi. J'ai décidé, avec un texte qui était paru dans Le Devoir samedi dernier, de faire appel à Alexandre Klein pour nous expliciter un peu sa pensée. C'est vraiment intéressant. Sinon, enfin, nous allons aller en Afrique, un continent qu'on n'avait absolument pas abordé dans cette balado. On va aller rejoindre Karim Djinko, qui est un ancien journaliste de Radio-Canada, qui travaille maintenant pour la radio des Nations Unies, qui va nous brosser évidemment un portrait, je dirais pas fragmentaire, mais l'Afrique est un continent extrêmement riche, extrêmement diversifié, mais quand même, je voulais avoir quelqu'un qui puisse nous informer de comment se vit l'épidémie là-bas, comment la COVID, en fait, les impacts, entre autres, et les initiatives. Fait qu'on va faire ça avec lui. Et Hélène Faradji, cette semaine, nous offre une réflexion sur le documentaire de Last Dance qui relate l'épopée des Bulls de Chicago dans les années 90 et, en fait, surtout l'ascension de Michael Jordan. Donc, réflexion intéressante. Le point de départ, c'est Ken Burns. De toute façon, il va tout nous expliquer ça tantôt. Vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup les documentaires sur le sport. J'ai pas vu de Last Dance encore. Je comptais pas le faire, sincèrement, mais avec ce qu'Hélène m'a dit, ça m'interpelle. Et on va jaser cinéma. Ça fait 2 semaines qu'on fait ça, puis vous semblez beaucoup apprécier. J'ai beaucoup de bons commentaires. Puis moi aussi, j'adore parler cinéma avec Hélène parce qu'elle connaît ça de fond en comble, beaucoup plus que moi qui n'est qu'un cinéphile du dimanche. Mais j'ai beaucoup de plaisir à parler cinéma avec elle. Je pense que c'est... En tout cas, visiblement, ça vous plaît. Alors, on vous offre ça. Grosse semaine d'actualité, évidemment. Là, j'avoue, au début, depuis quelques semaines, j'aimais bien faire des introductions avec des faits d'actualité. Mais là, je vais vous faire une confidence. On est au mois de mai, je commence à être un peu fatigué. Puis je le fais 3 matins semaine à Masbou, à tout un matin avec Patrick Masbourian et Paul Journet, entre autres. J'adore ça, c'est pas ça le point. Mais je trouve que c'est beaucoup d'ajouter et de dire des choses différentes. J'espère que vous me suivez dans ces chroniques à la radio. Mais je voudrais pas vraiment me répéter dans ces intros-là ici. Puis de toute façon, on touche à l'actualité forcément quand on parle avec tout le monde. Je veux quand même vous dire que ça semble passer un peu sous le radar, mais il se brasse de grosses choses pas jolies avec le Cirque du Soleil, entre autres, et la Caisse de dépôt et le Journal de Montréal qui enquêtent là-dessus. Bon, là, il y a aussi, faut rajouter par-dessus ça, le fait que Québécois serait peut-être intéressé à racheter le Cirque du Soleil, mais le bureau d'enquête du Journal de Montréal, on fait souvent des blagues avec le Journal de Montréal, avec Richard Martineau, entre autres, et Sophie Durocher et certains chroniqueurs et chroniqueuses, mais le bureau d'enquête du Journal de Montréal fait une maudite bonne job. Je l'ai déjà dit sur d'autres tribunes, mais je vais le répéter ici. J'aurais aimé qu'on parle cette semaine de ce qui se passe avec le Cirque du Soleil, parce qu'on parle de transactions douteuses, entre autres, qui mettraient aux prises Guy Laliberté et les dernières actions qu'il a vendues à la Caisse de dépôt, mais tout ça est encore sous enquête, si on peut dire, et il manque certaines informations, mais on semble se diriger vers une belle histoire de dissimulation dans des paradis fiscaux, un problème grave sociétal. Puis c'est drôle parce qu'on est en pleine pandémie, puis là, on essaie de savoir qui dit la vérité, pourquoi ça va mal, quelle réforme a merdé, puis on oublie qu'il y a à peu près, sûrement au moins entre 300 et 500 milliards de dollars qui dorment dans des paradis fiscaux. Évidemment, pas juste de l'argent canadien, mais ça, probablement même plus que ça. Et cet argent-là, on le voit,
c'est la disparition de cet argent-là qui aurait dû être des impôts payés par des gens qui ont fait des affaires, qui ont souvent profité de subventions. Le Cirque du Soleil est un bon exemple. Et qui maintenant, quand les profits sont... C'est comme je disais précédemment sur Facebook, quand on démarre une entreprise, le socialisme c'est toujours une belle chose, puis aussitôt que les profits apparaissent, bang, le capitalisme embarque. Et là, on tente de dissimuler nos impôts, tout ça. Bon, c'est un problème. J'en ai pas parlé beaucoup cette année dans la balado. J'aurais aimé avoir Alain Deneau. On va essayer, là. Il y a encore des tentatives, mais je sais qu'il a fait quelques entrevues à gauche et à droite, au Québec, entre autres, mais c'est une thématique que j'aimerais aborder, sauf que là, j'ai fait venir un livre de Jean-François Cloutier, qui est journaliste d'enquête au Journal de Montréal, qui a écrit un livre, La Grande Dérive, sur les paradis fiscaux, entre autres, et je vais avoir le livre bientôt, je vais le lire et je vais l'inviter. Donc, on pourra au moins cette saison-ci en parler. D'ailleurs, cette saison-ci qui devrait se terminer à la mi-juin à peu près, là, je pense qu'on va prendre une petite pause. Cet été, j'ai peut-être un petit projet en dilettante d'une balado que je vous offrirai, que je ferai pas à temps perdu, mais peut-être pas nécessairement chaque semaine, tout l'été, mais une espèce de truc qui s'appellerait un brouillon de culture, si on peut dire, avec un peu ce que je fais avec Hélène, c'est-à-dire des suggestions de lecture, de musique, de films, vraiment juste culturel, mettre de côté un peu l'actualité cet été, faire, c'est ça, des épisodes quand bon me semble, de la longueur qu'il me semble. Alors, c'est pour ça que j'aime bien le côté brouillon. Oui, culture, mais brouillon de culture pour faire quelque chose un peu qui va être plus estival, si on peut dire. Mais j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui vous plairait éventuellement pour voir si ça vaut la peine de le faire. Moi, je pense que oui, mais voilà. Alors, je lance l'idée comme ça. Brouillon de culture cet été. Donc, la saison 2 de la balado de Fred Savard devrait se terminer mi-juin, peut-être le 18, donc enregistrement le jeudi 18 et disponible le 20 juin, peut-être même la semaine d'avant. Là, je suis en train de sous-peser, je jauge mes énergies, mais on va revenir cet automne avec une 3e saison. On va voir comment on fait ça pour la campagne de financement participatif, sachant la situation économique qui est la nôtre. Je pense qu'il y a moyen quand même, pour ceux qui sont capables de... Moi, je vous le dis, de ce projet-là, je veux juste que les chroniqueurs, les personnes qui m'aident à faire connaître le projet, Andréane aux réseaux sociaux, Larry qui m'aide à réaliser, tous les chroniqueurs, je veux que ces gens-là soient payés. Moi, ça presse pas pour l'instant. J'ai un grand plaisir à faire ça, mais... Pour l'instant, là, c'est pas ça qui compte parce que je gagne bien ma vie ailleurs. Donc, je vous le dis, il y aura une saison 3 et on va vous solliciter ceux qui n'ont pas pu participer financièrement, mais je sais qu'il y en a qui le font via le fredsavard.com. Il y a eu même une petite hausse là, des participations. On peut donner un montant mensuel, on peut donner un montant unique. Je vois que la formule du 5$ par mois ou c'est drôle, c'est soit 5$ par mois ou 100$ don unique. C'est à peu près les deux dons qui rentrent le plus souvent, mais il n'y a aucun don mieux qu'un autre. Si vous êtes capable de donner un peu moins, vous le faites. Si vous donnez plus, tant mieux. L'idée, c'est vraiment de continuer cette idée de projet qui vit avec la communauté, qui me permet de pas aller... d'être indépendant, en fait, et de faire ce que j'ai envie de faire, puis si ça semble vous plaire. Alors voilà, merci d'être au rendez-vous. Et là, je vais arrêter de parler, parce que j'ai envie d'aller entendre Godefroy Lorando. On va aller entendre Godefroy, puis j'ai une petite question là, à lui poser. 2 petites questions à lui poser, entre autres, sur un article intéressant qui est paru sur Ricochet sur le port du masque. Alors, on va aller tout de suite écouter Godefroy Lorando. Il y a des enseignants qui ont plus de 60 ans, donc on leur demande de ne pas venir à l'école. En bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé. Corona 19. Alors, Godefroy Lorando, comment ça va? Ah, ben ça va bien, Fred. Vous-même? Oui, ça va. Oui, quand même. Ah, votre morale, là, je suis toujours un peu inquiet. Là. Parfois, vous signifiez des mauvaises semaines. Parfois, ça va mieux. Non, mais je le dis. Mais la semaine passée, c'était de la merde. Cette semaine, c'est mieux. Ouais. Bon, mais les choses changent. Hein? Oui, mais je pense que je manque de soleil. Je manque de vitamine D. Oui. Moi, je rends compte, Fred, que j'avais une super discipline pour me coucher tôt. J'étais comme... clairement face à des situations adverses comme bien du monde. Là. Oui. On savait ce qui s'en venait à être difficile. J'ai réussi à être vraiment sage, à me coucher tôt, à maintenir une hygiène de vie impeccable. Je pense que ça m'a vraiment aidé. Et là, c'est comme si ça slackait un tout petit peu. Et je me lève significativement moins fringant le matin. Malgré la même hygiène.
Non, c'est ça. L'hygiène a un petit peu changé. Bon, des fois, il faut se laisser aller. Hein. Moi, je me laisse aller des fois. Ben, je pense que je suis peut-être dû pour ça, Fred. Ouais. C'est peut-être ça qui... Ouais. Mais est-ce que il y a des sujets qui me passionnent encore. Ben oui, mais est-ce que vous fumez du cannabis? Non, pas du tout. Jamais? Non, si je fumais du cannabis, Fred, un jour, on pourrait peut-être se faire un hors-série là-dessus. Oui. Mais j'ai l'impression que... On en a fait plusieurs hors-séries sur le cannabis dans le passé. Oui, il était tellement hors-série qu'on s'en souvient pas. Oui, il n'était pas en ondes, c'est ça. Non, c'est ça. Mais donc, j'ai l'impression, moi, que dans la vie, on a des désirs, on a des énergies, on a des moteurs à l'intérieur de nous. Et pour moi, le cannabis, c'est l'equalizer de tous ces désirs-là. C'est comme si tu prenais tous les petits volumes de tous ces petits désirs-là et que tu les descendais et qu'il restait presque plus rien. Oh là là. Et là, on ne veut plus rien. Et là, on ne bouge plus. Je vous dis ça parce que ça pourrait être une solution. En fait, ça pourrait être un bouclier anti-coronavirus, le cannabis. Je viens juste de tomber. C'est pour ça que j'avais envie de... En fait, l'article est sorti ce matin. Donc, c'est dans le Calgary Herald. C'est une recherche d'Igor Kovalchuk, qui est un chercheur à l'Université de Lethbridge et on semble, et là, évidemment, c'est vraiment parcellaire, là. On va faire un petit peu comme le trio du gouvernement. Là. Je vais avancer quelque chose, puis demain, je vais dire que c'était pas vrai. Mais le cannabis... Mais est-ce que, Fred, ce que vous allez dire, c'est pour favoriser les enfants en difficulté? Non. En fait, oui, mais c'est surtout pour repartir l'économie. Parce que c'est ce que c'est... Ah, les deux. Non, mais je ne dirai pas ça. Je vais juste dire que c'est pour les enfants. Non, en fait, c'est qu'il paraît que le cannabis aurait des propriétés protectrices contre le coronavirus. Mais là, ils savent pas, c'est vraiment préliminaire, mais ils savent pas si c'est le THC ou le CBD. Mais ça semble être du côté du CBD, donc le côté anti-inflammatoire que procure la Marie-Jeanne, qui pourrait avoir un impact. Et on avait lu également que les fumeurs pouvaient, dans un premier temps, être protégés, mais s'ils pognent après ça, ça chierait. Mais là, le cannabis pourrait être... Moi, j'en fume pas souvent, mais ça arrive quelquefois. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Joujou fragile. Puis Joujou fragile. Oui, autre. Je sais pas si vous vouliez réagir là-dessus. Oui, un petit peu, Fred, parce que je me dis toujours, on apprend toujours que, puis je vais en parler tantôt aussi, il y a bien des preuves comme ça qui sont circonstancielles. Donc, on peut découvrir, par exemple, que les grands consommateurs de cannabis sont moins malades, l'attrapent moins, mais peut-être qu'on va se réaliser plus tard que finalement, c'est causé par les chips barbecue. Oui, voilà. C'est parce qu'on a toujours la main dans un sac de chips barbecue et à cause de ça, le virus ne survit pas sur les doigts des poteux. Sur le barbecue. Ça pourrait être ça. Oui, tout à fait. Et autre article intéressant sur le... D'ailleurs, Ricochet, c'est drôle, Ricochet s'est pété les bretelles cette semaine parce que le 24 avril, ils avaient présenté un reportage sur la situation dans les pénitenciers face à la COVID-19. Évidemment, j'ai envoyé un petit message sur les médias sociaux pour dire wow. Puis eux se disaient, enfin, les grands médias en parlent, c'est grâce à nous. Puis je disais, wow, nous, on en a parlé le 4 avril. Mais bon, Ricochet, journal que parfois j'aime bien. Des fois, ça dépend. Ça dépend des articles. Mais là, André Noël... Ils sont bons pour rebondir sur des idées. C'est drôle, ça. ou pas. Mais... Je lui ai dit que j'allais pas bien. Manger des chips au barbecue, là. André Noël qui interviewe le docteur Pierre-Jacques Rébeau, qui semble être un peu comme notre ami Jean-Dominique Michel sur le... Ben lui, c'est seulement par rapport au port du masque. Mais lui, il dit, écoute, l'article s'appelle comme ça, si tout le monde portait des masques, on pourrait rapidement venir à bout de l'épidémie. Est-ce que vous portez le masque? Je vous ai posé la question la semaine dernière, mais est-ce que depuis une semaine, les choses ont changé? Ben, j'ai commencé à le porter. En fait, j'en ai deux lavables que je peux utiliser. Et je le porte surtout pour un peu donner l'exemple et puis m'habituer à cette nouvelle routine-là, puisque, bon, moi, je travaille pas près des enfants. Je suis scrupuleusement loin des gens au CPE. On fait bien attention. D'ailleurs, il n'y a rien comme un corridor pour devoir reculer, rentrer dans un local. Bref, je porte le masque de plus en plus, Fred, pour protéger les autres. Parce que, dans le fond, il faut faire comme si on était nous-mêmes contagieux. Et c'est ça le principe. Oui. Sauf que le docteur Pierre-Jacques Rébeau, qui est médecin généraliste dans la région parisienne, et il y a un blog sur Mediapart, et lui dit non, on nous dit des niaiseries sur le masque depuis le début, on devrait tous en porter un. Lui-même, en fait, il a même présenté une vidéo sur YouTube où on peut se fabriquer un masque avec des Scott Towels, 4 épaisseurs, qui est aussi efficace qu'un N95. Ça a l'air... Et lui, il dit, en fait, c'est qu'il faut que tout le monde le porte.
Puis il dit, l'idée de, et c'est beaucoup l'argument du docteur Arruda qui en est même lassant, là, de dire que je veux pas que les gens portent le masque parce qu'ils vont mettre les doigts au visage puis ils vont contaminer. Le docteur Rebo, lui, dit que c'est n'importe quoi. C'est comme dire aux gens, si vous ne vous brossez pas les dents exactement de la bonne façon, c'est comme si vous ne vous brossiez pas les dents du tout. Et moi, j'avoue que je viens juste de le lire, je vais le mettre sur la page Facebook. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, j'ai décidé de le porter quand je sors systématiquement. Je me pose même pas la question. Et je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus que ça qui le porte. Puis j'ai de la difficulté à comprendre en quoi ça serait une mauvaise chose que plus de gens le portent. Et je dis pas que les autorités nous disent ça, mais il y a encore beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire il faut pas porter le masque. Il y a encore des gens qui pensent en fait, le docteur Rebo dit la même chose, c'est qu'on est pogné à la même version des tout débuts. En temps de pénurie, les autorités nous disaient de pas en porter, mais dans le fond, vous pouvez vous en fabriquer un, vous pouvez en commander en tissu, et la plupart, s'ils sont bien portés, et c'est pas si compliqué à enlever. Lui, il dit que dans son cabinet, ça fait 17 ans qu'il oblige les gens à porter un masque. Puis il dit, autant les enfants de 4 ans que les personnes âgées, tout le monde le porte. Tout le monde peut comprendre. Pour les enfants, c'est plus dur, leur faire comprendre, mais quand c'est compris, ils savent le mettre, ils savent le porter. Puis il dit, c'est une culture qu'il va falloir adopter, mais que ça aiderait. Puis moi, j'ai vu des études, entre autres, Yves Boisvert en a publié sur Twitter à l'Université de Boston, où on a décidé du jour au lendemain, obliger tout le monde à porter des masques, et les cas de COVID ont tombé, mais vraiment de façon vertigineuse en quelques jours. Ben, c'est ce que les chercheurs chinois, avant ça, il y a à peu près un mois, disaient que c'était la plus grande erreur de l'Occident de ne pas avoir mis de masque assez rapidement. Ouais. Mais bon, je vais mettre l'article, ça va être matière à discussion. Je pense que ça va venir éventuellement. Ouais. Mais plus je lis, Fred, plus je deviens humble par rapport à cette crise. Ouais, ben il faut. J'avoue, là, moi, des fois, j'ai un ton affirmatif, mais derrière ça, il y a du gros doute. Tout le temps. C'est fou, hein? Vous êtes tellement fragile en réalité. Oui et non, mais moi, je vais vous dire, Godefroy, quand je prends la parole ces temps-ci, parce que les journalistes et chroniqueurs, on se fait un petit peu bardasser, parfois, pas trop, mais il y a des gens qui trouvent qu'on est... Bon, je pense toujours à Valérie Lefebvre, qui était venue nous parler de procès-verbal sur la liberté d'expression, qui, elle, disait dans son livre que de ne jamais se censurer, puis qu'on va toujours vous dire que vous n'êtes pas assez expert dans un domaine, que puis vous ne pouvez pas vous exprimer, mais elle dit c'est faux. En tant que citoyen, on a ce devoir-là, puis la prise de parole, et il y a un échange qui se fait, il y a un tri dans l'information qui se fait. Je dis pas que tout se vaut, mais j'aime pas tellement le climat présentement, au même titre que j'aime pas le climat de délation dans les parcs, que les gens respectent pas la distanciation, puis ça appelle, puis je trouve que c'est vraiment un joujou fragile, et la liberté d'expression et cette solidarité-là qui est importante, je pense. Puis quand on se promène dans les parcs, oui, il y a des cas, c'est comme les infractions à vélo, hein. On remarque le vélo qui fait pas son stop, mais on ne remarque plus les voitures qui enfreignent la loi. Puis j'ai l'impression qu'on ne remarque pas la grande majorité des gens qui respectent la distanciation. On remarque seulement... Mais Fred, vous êtes en train de faire quelque chose de terrible. Vous êtes en train de m'allumer sur des sujets un après l'autre sur lesquels on pourrait vraiment jaser une demi-heure. Vraiment. Mais prenez des notes, on va faire ça la semaine prochaine. Parce que vous avez préparé une chronique là, pour aujourd'hui. Ah oui, mais j'en ai préparé une, effectivement, comme à chaque fois, et elle est assez pesante, celle-là. Elle me rappelle certaines chroniques que j'ai faites là, où avant de m'asseoir devant le public, parce qu'on avait un public à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que j'ai tellement d'affaires à raconter, Fred. C'est entre autres parce que j'ai reçu beaucoup de références qui m'ont été envoyées par les auditeurs. Depuis 2-3 semaines, là, vraiment, là, nos auditeurs sont chauds. Ils m'envoient beaucoup de choses. Et c'est pratiquement toujours intéressant, Fred. C'est pas des clowns, nos auditeurs. Ils sont solides. Mais tu sais, vous savez, on le dit souvent, cet esprit de communauté, je suis fatigué avec ça, mais c'est ça que ça donne aussi. Ça donne pas juste... Oui, d'ailleurs. Fred, ça donne pas juste des dons sur le fredsavard.com. Ça donne des suggestions, ça donne une conversation démocratique. Je le vois comme ça, moi. Tout à fait. Puis on a même reçu des commentaires négatifs la semaine passée, ce qui, moi, m'a fait pleurer quelques jours. Mais je m'en suis remis. Vous en avoir d'autres, inquiétez-vous pas. Et je vais essayer. Ben oui, il y en aura d'autres, évidemment. S'il n'y en a pas d'autres, ça veut dire qu'on est trop consensuel et qu'on est plate. Voilà. Fred, est-ce que vous avez vu cette semaine que la Chine avait réussi à envoyer sa plus grosse fusée jamais construite dans l'espace? Non, j'ai pas vu ça parce que je ne m'intéresse plus tellement à ce qui se passe en Chine. Je leur fais pas confiance. Ben voilà, mais quand même, si on voit une ciboire de grosse fusée, c'est sans doute une vraie fusée.
Ou des snowbirds. Peut-être. Mais non, ils ont lancé leur plus grosse fusée cette semaine. C'est la Longue Marche 5B. Plus grosse, plus lourde. Et elle va servir, Fred, dans le grand plan de la Chine de devenir une super puissance spatiale. Rappelez-vous, l'année passée, la Chine avait réussi à mettre une sonde contrôlée à distance sur la face cachée de la Lune. Une première. Jamais les humains n'avaient fait ça. Oui. On en avait parlé. C'est vrai. Et donc, la suprématie américaine, la suprématie spatiale, il y a déjà je pense qu'on n'a même plus besoin de préciser spatial. Je dirais que la suprématie américaine a pas mal pris le bord. Elle glisse, hein? Oui, elle glisse de tous les côtés. Ouais. Et donc, la Chine menace cette suprématie au même moment où l'Amérique et pratiquement la Terre entière est peut-être à genoux, à terre, terrassée par un virus qui serait peut-être une invention chinoise pour dominer le monde. Est-ce que vous avez entendu ça? En tout cas, là, si on aligne les affaires, ça peut donner ça, oui. Fred, est-ce qu'on est rendu avec des complotistes à la Maison-Blanche? Est-ce que c'est ça qui se passe? Oh, ça se pourrait. Sérieusement, je serais pas étonné. Cette semaine, on a entendu des genres de grosses phrases vides du genre « on possède des preuves immenses en ce moment ». Oui. Et là, je me demande vraiment quoi penser, Fred. Je me pose la question, est-ce qu'il y aurait une chance sur je ne sais pas combien, juste une possibilité que oui, un laboratoire chinois ait délibérément créé le SRAS-CoV-2? Évidemment que ma première réponse, ce serait, c'est sûr que non. Mais en même temps, ce que je comprends, Fred, c'est que dans le milieu de la biosécurité, c'est une question qui se pose véritablement autour du globe. Mais aussi, on se pose la question, mais il n'existe à ce moment-ci aucune preuve. Donc, qu'est-ce que la Maison-Blanche a que nous, on ne sait pas? Ben là, on s'entend qu'il y a un jeu politique, un jeu diplomatique derrière ça aussi. C'est terrible, Fred. Mais de là à le dire aux nouvelles, moi, ça me scie les jambes. Fred, il y a véritablement un laboratoire du niveau maximal, là, les fameux P4. Il y en a un à Wuhan. Donc, effectivement, on pourrait se dire, c'est un peu louche que le virus qui fait le tour du monde en ce moment et qui tue des centaines de milliers de personnes arrive exactement de cet endroit-là. Mais avant même de commencer à réfléchir là-dessus, Fred, il faut juste échanger ensemble sur comment est-ce qu'on fait pour retracer le parcours d'un virus sur une planète, alors qu'on n'est même pas capable de savoir par quelle porte il est rentré dans une maison de vieux au Québec. Mais sauf que dès le début, en tout cas, l'hypothèse, c'était que tout ça était parti d'un marché d'animaux sauvages à Wuhan, c'est ça. Et puis, c'est quand même pas une théorie qui est contredite là, sans arrêt. Par contre, pour être capable de tracer... Pourquoi le virus de ce virus-là était là, d'où il vient, ça, c'est plus nébuleux. On parlait des chauves-souris, entre autres, qui sont des porteurs de milliers de virus, mais on en est là pour l'instant. Là. C'est des hypothèses. On en est là, mais Fred, ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'espèce de généalogie qu'on est capable de faire maintenant de comment le virus s'est promené une fois qu'il a été ou bien inventé par les Chinois, ou bien créé par Dame Nature. Mais ce virus-là, Fred, comporte dans son code génétique, dans son génome, l'équivalent de 30 000 informations, 30 000 lettres. Puis cette liste-là est recopiée à chaque fois qu'un nouveau virus est généré. Et vous avez compris, tout le monde l'a compris, il y a des petites erreurs qui s'insèrent parfois et qui demeurent dans les nouvelles versions du virus. Et ce sont les fameuses mutations. Pour faire une image... et là, je sais que vous aimez beaucoup ça quand je tombe dans la vulgarisation. Imaginez-vous, Fred, une recette de pain aux bananes, mais qui serait vraiment sacrée et qui serait toujours recopiée là, intégralement d'une génération à l'autre. Celle de Jeanne Benoît, par exemple. Peut-être, mais moi, je reculerais encore plus loin, Fred. Imaginons là, que ça vient de la famille de Louis Hébert, les tout premiers colons arrivés. Marie Collet est arrivée, Fred, en Amérique avec une recette de pain aux bananes. La recette originale, qui serait un peu comme le génome du tout premier virus qui est sorti à Wuhan. Donc, la première version, ce serait celle de Marie Rollet. Ben oui. Ça serait plausible avec le commerce triangulaire qu'il y avait avec les Caraïbes, entre autres. Les bananes étaient molles, rendues au Québec, c'est très possible. C'était le temps de faire des pains. Mais bref, pour certaines personnes atteintes de la COVID en ce moment, ou depuis le début de la pandémie, on prend des échantillons sanguins et on garde des échantillons du virus pour justement être capable d'identifier à quelle version du virus on a affaire. Et on est capable de décortiquer au complet le génome d'une personne infectée, pas de la personne, mais du virus qui infecte la personne. Et on remarque,
ces petites différences-là qui s'additionnent, et ce sont ces différences-là qui nous permettent de nous dire à quelle version du virus on a affaire. Oui. C'est un peu, Fred, comme cette fameuse recette de Marie Rollet, hein? Et là, imaginez-vous que quelques centaines d'années plus tard, un certain Yvon Boudria, donc juste pour pas que les gens se confondent, là, j'invente des noms, OK? Oui. À partir d'ici, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai que Marie Rollet est arrivée avec une recette de pain aux bananes, juste pour clarifier. Pas que les médecins m'appellent pour me dire que je vulgarise trop. Mais bref, Yvon Boudria aurait modifié la recette de Marie Rollet, Fred, et aurait décidé, lui, que c'était mieux de laisser les bananes au soleil 30 minutes. Oui. Avant de les effouérer. Oui. Et lui, il écrit ça dans sa recette, et à partir de ce moment-là, on pourrait lire des recettes et 400 ans plus tard, trouver un livre de recettes ou une clé USB ou quoi que ce soit, un hologramme, oui. Et on aurait une recette de pain aux bananes et on serait capable de « Hey, c'est écrit dans la recette qu'il faut mettre les bananes au soleil. » On sait que ça fait absolument rien, mais que cette modification-là date de l'époque de M. Boudria. Mais si on découvre plein de nouveaux ajouts, exemple, de la poudre d'amande, de la levure alimentaire ou même, Fred, de la ciboire de calasse de farine d'épeautre. Oui. Hein? Oui. Ça nous apprendrait que la recette a beaucoup circulé et que les petites modifications se sont additionnées. Oui. Puis si on était capable de retracer dans quel livre de recettes de qui ces petits ajouts-là ont été faits, on pourrait trouver qui est responsable d'avoir ajouté de la farine d'épeautre et on pourrait se moquer d'eux. Oui. Hein? Ça serait ça qu'on ferait si on pouvait. Oui. Mais c'est exactement la même chose avec le virus, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui s'additionnent et des mutations, il n'y en a pas à chaque 5 secondes. Il y en a sur une base régulière, mais ça prend du temps avant que les mutations s'additionnent. Et il y a un article de Jonathan Corum et de Carl Zimmer dans le New York Times qui nous donne 2 exemples. Le premier cas, Fred, du coronavirus aux États-Unis, ce serait un cas qui aurait été détecté à Seattle. Donc, le 15 janvier, tout premier cas. Alors, évidemment, on s'imagine que ce cas-là, c'est une personne qui a voyagé en Chine, et c'est exactement le cas. 5 semaines après, un autre cas dans l'État de Washington, et on s'imaginait que ce cas-là, lui aussi, était relié d'une façon ou d'une autre à un voyage en Chine. Mais si on décortique le génome de ces 2 versions du virus-là, on se rend compte que le premier cas, celui de Seattle, il a exactement les mêmes 3 mutations. Donc, ce n'est pas exactement le virus initial de Wuhan. Il y a 3 petites mutations qui ont été faites qui datent de lorsque la pandémie était rendue à Fujian, dans une certaine ville en Chine. Et le fait qu'il n'y ait pas d'autres modifications après, ça nous dit que le virus est parti de cette ville-là avec un voyageur et a abouti à Seattle. Le cas de Washington, lui, 5 semaines après, 3 mêmes mutations, mais il y en a d'autres qui s'additionnent. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'un cas qu'on imaginait arriver directement de Chine, mais finalement, c'est un cas qui a été transmis aux États-Unis après, puisque les modifications génétiques se sont rajoutées après. Oui. Et donc, alors qu'on s'imaginait que les virus arrivaient tous par voyage, bien, finalement, on se rend compte qu'il y a bien des cas qui ont circulé aux États-Unis sans qu'on s'en rende compte. Oui. Et c'est l'accumulation des mutations qui nous permet de dire finalement par où est passé le virus et on est capable de faire une carte du monde assez complexe de par où le virus est passé. Et en rétrospective, on devient beaucoup plus efficace après poursuivre la propagation que pendant qu'elle a lieu. Oui. Et là, on commence à comprendre ça. Mais là, si on remonte l'arbre génétique de ce fameux virus, bien, inévitablement, on remonte où? À Wuhan. Oui. Puis ça, c'est comme quand on remonte vers le Big Bang. Il y a un certain moment où on ne peut plus, Fred, remonter. On arrive et on dit, bien là, il est arrivé du néant. Oui. On n'est plus capable de remonter la ligne. Et c'est là que le fameux article du Economist dont je vous parlais plus tôt, c'est un article qui disait qu'on commençait à placer les morceaux du puzzle de ce fameux virus. Oui, et Dieu seul sait qu'on en fait des puzzles pendant la pandémie. Oui, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai pas le temps. Mais il y a effectivement un laboratoire P4 à Wuhan, mais il y a très peu de chances, Fred, que le virus ait émergé de ce laboratoire-là. Pourquoi? Parce que dans les laboratoires de type P4, Fred, il n'y a que des brontovirus de type Ebola. Et des petits virus comme le SRAS ou le MERS, c'est pas là-dedans qu'on fait des recherches. Donc, la théorie que... Donc, il n'y avait pas ce virus-là dans le laboratoire P4? Pas dans le fameux laboratoire P4. C'est ce que j'ai lu. Et je vais vous dire, j'ai lu des articles qui se contredisaient. C'est plate parce que on avait des coupables facilement, là. Exactement. Mais Fred, malheureusement, il y a peut-être une autre façon de trouver des coupables. C'est juste un peu plus subtil. Il y a 2 autres laboratoires de niveau de sécurité inférieur près de Wuhan aussi, qui sont dans le centre chinois de contrôle de prévention des maladies. Et
c'est là-bas que travaille la fameuse Bat Lady. Avez-vous entendu parler d'elle? Peut-être. Allez-y. C'est un là. peu comme Batman, là, Oui. mais c'est Bat Lady. Oui. C'est elle, après le SRAS. Donc, on a essayé de trouver en 2003 d'où avait bien pu sortir cette zoonose. Donc, Oui. encore une fois, un virus, un autre coronavirus qui nous serait arrivé par un animal. Oui. Et on s'est rendu compte, elle s'est mise à chercher un peu partout et elle a trouvé dans des grottes particulières en Chine une population de chauves-souris Oui. qui, elles, sont le réservoir, finalement, d'un virus extrêmement proche du SRAS. Oui. Et on s'est rendu compte après que l'animal intermédiaire avec lequel il serait passé jusqu'à l'homme, c'est le civet. Oui. Ah, Et que oui. Ouais, le civet, un genre de petit furet. Oui. Je n'ai pas fait de recherche particulièrement là-dessus. Mais bon, c'était le cas du SRAS. Mais cette madame-là, donc, elle a accumulé des échantillons viraux tirés de plein d'espèces et de populations de chauves-souris. Et elle a fait de la recherche de pointe sur différents coronavirus et peut-être même différentes combinaisons Oui. entre les coronavirus. Et peut-être que dans un laboratoire de ce type-là, il y aurait pu avoir des recherches qui auraient mené à, Ouais. à l'élaboration d'un virus comme le SRAS-CoV-2, qui est celui qui fait le tour du monde. Ce que moi, j'ai trouvé vraiment intéressant, Fred, c'est que parmi ces recherches, mais qui ne sont pas des fabulations, qui sont des véritables recherches, elle est tombée sur un virus qui serait le plus proche cousin qu'on n'a pas trouvé du SRAS-CoV-2, qui serait un ancêtre commun de notre virus à nous, là, notre virus chéri. Et ces deux virus-là partageraient 96% de leur génome. Et ça veut dire qu'il y aurait une différence de 4% entre les deux virus. Et cette 4%-là, si on se rappelle tantôt, là, ce dont je parlais, des mutations qui s'additionnent tranquillement là, dans l'histoire d'un virus au fil des contagions, oui. 4%, ça représente entre 20 et 50 ans d'évolution de mutation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Attends un instant, là. Parce qu'on sait qu'entre l'homme et le chimpanzé, il y a quoi, 98%? En fait, le chimpanzé a 98% de notre bagage génétique. Mm-hmm. Ça veut dire que dans 50 ans, un singe deviendrait un homme, Godefroy? Ben, votre question me fait dire que peut-être que oui. C'est parce que Fred, la vitesse à laquelle un virus, la vitesse à laquelle un virus mute, ben c'est infiniment plus simple. Ben oui, qu'un chimpanzé qui n'est pas un virus. Évidemment. Mais non, c'est pas une maladie être un chimpanzé, Fred. Non, ça a l'air le fun. Mais c'est une belle question. Oui, OK. D'ailleurs, Fred, parlant de chimpanzé, est-ce que je vous ai félicité pour l'extrait du film avec Macha Merrill que vous avez mis la semaine passée? Ah! Le 15 minutes de silence avec des bruits de béquilles et une petite musique. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle, Fred. J'ai ri chez nous. Est-ce que j'étais encore une fois prémonitoire parce que c'était du Kraftwerk qui jouait? Oui, absolument. Et le fondateur du groupe est décédé hier. Vous êtes clairvoyant, Fred. C'est incroyable. Et donc, on s'éloigne. Moi, je pense que les mutations vous éloignent du chimpanzé chaque semaine qui passe. Ça me rappelle la fois à la soirée Encore jeune, une fin de semaine, on faisait des émissions en studio préenregistrées où j'avais prédit out of the blue en direct qu'un musicien allait décéder le week-end prochain et Patrick Bourgeois des Bébés était décédé le week-end suivant. Alors, je ne ferai plus ça. C'est tout dire, votre puissance était peurante. J'étais très mal à l'aise. Ouais. Alors, reprenons. Oui. Hein? C'est donc un 20 à 50 ans d'évolution pour un virus, pour aller chercher pour expliquer ce 4%-là de divergence génétique. Oui. Mais il manque encore le fameux intermédiaire, c'est-à-dire que le virus qu'on retrouve chez les chauves-souris, qui est un cousin de notre SRAS-CoV à nous, SRAS-CoV-2, ce virus-là, Fred, ne pourrait pas infecter un humain. Il lui manque des détails, là, des détails techniques pour vraiment être capable de rentrer dans nos cellules d'humains. Oui. Par contre, il existe quelque part un animal intermédiaire dans lequel cet animal-là, lui, aurait pu être infecté par un coronavirus capable d'infecter les humains et être, en addition, infecté par le même coronavirus, lui, adapté aux chauves-souris. Et les deux virus auraient pu se combiner à l'intérieur de cet animal-là. Et le nouveau coronavirus qui aurait pu émerger, lui, aurait eu des caractéristiques humaines. Mais ce qui est vraiment intéressant, Fred. Oui. On a parlé du pangolin. Donc, ce serait un animal qui pourrait avoir été l'intermédiaire. Par contre, le problème, c'est qu'on ne trouvera jamais de facture de pangolin, Fred. Non. Parce que c'est un pangolin, on n'a pas le droit de vendre ça. Et pourtant, on sait très bien qu'il y en avait à Wuhan, mais officiellement, là, il n'y en avait pas. Hein? Alors donc, le pangolin, peut-être, mais on n'aura pas de preuves. Par contre, là, ce qu'on réalise juste maintenant, Fred, c'est que les visons d'élevage, les chats, les tigres,
peuvent attraper le virus de l'humain. Tout à fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le virus qui habiterait chez le chat, ou je suis désolé, Fred, de parler des chats comme ça, mais oui, ils peuvent l'attraper, Fred, même s'ils sont extrêmement mignons. Oui. Votre pubis est à risque. Pubis, qui est le nom de votre chat. Il n'est plus ici, là. Il est retourné dans son autre maison. Ben, c'est parce que je suis allergique à pubis. Ah! J'ai parfois des pubis qui me font de drôles de réactions et lui, c'est ça. Puis là, avec... Fred, il faut choisir le bon pubis. Voilà, mais oui, voilà. Ouais. Voilà. Donc, Fred, j'en reviens à ça, mais bref, si les chats peuvent être infectés par un virus qui atteint les humains, mais il pourrait, lui, avoir été, théoriquement, là, ce fameux animal intermédiaire. Mais tout ça, ce sont des preuves qui sont circonstancielles. Que le virus est passé à l'homme dans le marché de Wuhan, on n'a pas de preuves sérieuses. Ouais. Même si les chercheurs qui ont fait des recherches... on n'a pas de preuves sérieuses, on n'a pas de preuves. Non, c'est circonstanciel. Ceux qui ont fait des échantillonnages au marché, là, qui ont promené des Q-tips un peu partout, se sont rendus compte, dans à peu près 500 échantillons, le virus était présent sur les surfaces dans 80 des 500. Ouais. Donc, quand même, le virus était là sur les surfaces. Ouais. Il y a des humains qui étaient infectés. Fait que, bref, il y avait sans doute un animal à cet endroit-là. Ouais. Mais ce qui est vraiment fascinant, que je n'avais jamais lu ailleurs, c'est que si on décide de penser un peu en dehors de la boîte et qu'on se dit, une chose qui semble certaine, Fred, c'est que le saut de l'animal intermédiaire à l'humain serait arrivé une seule fois. Uh-huh. OK? Donc, il a passé à l'humain une fois, et après ça, il s'est passé d'un humain à l'autre pendant un certain temps avant qu'on le découvre. Ouais. Mais quand on regarde justement l'histoire génétique, ce premier saut-là de l'animal intermédiaire à l'homme aurait pu arriver aussi tôt qu'en octobre. Et là, ça veut dire que si c'est vraiment arrivé comme ça, on ne le sait pas, Fred, mais le virus aurait pu passer à l'homme une première fois ailleurs qu'au marché de Wuhan, et il aurait pu se promener, il aurait pu arriver, Fred, ce virus-là à Wuhan, non pas à quatre pattes, chez un chat ou un civet ou un pangolin, mais il aurait pu arriver par un humain. Et là, ça change. À quatre pattes, ça dépend de sa dignité. Mais bref, on étudie la génétique de ce virus-là et on se dit tout à coup qu'il serait arrivé encore plus tôt. Et donc, ce que les Chinois font en ce moment avec des chercheurs, entre autres américains, c'est qu'on fait des échantillonnages, on fait des recherches sur des virus qui ont été prélevés, des échantillons sanguins qui ont été prélevés chez des gens qui ont attrapé des pneumonies bien avant qu'on découvre l'existence, en se disant, ça se pourrait-tu que des pneumonies qui sont sorties en octobre, en novembre, ailleurs en Chine, auraient été des premiers cas de SARS-CoV-2 qui n'auraient jamais été suspectés. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le virus circule depuis plus longtemps qu'on le pensait. C'est possible, Fred, on le sait pas. On le sait pas. Théoriquement, donc, ça pourrait être, le saut vers l'humain aurait pu être fait en octobre. Mais quand on regarde cette histoire-là, encore une fois, on n'a pas de preuves. Il y a une affaire qui est vraiment extrêmement mystérieuse et qui est ça, qui a été découverte par la science, c'est qu'il y a un certain site particulier sur les protéines de pointe du fameux virus qui ressemble à ce que les virus ont quand on fait des expériences puis qu'on passe volontairement un virus d'une espèce à l'autre pour faire des tests pour voir comment le virus réagit. Et ça, c'est un signe qui pourrait suggérer que le virus a été zigoné pour être capable de faire des expériences avec lui. Cependant, ce même type de structure-là sur les protéines aurait pu apparaître pendant des sauts naturels d'une espèce à l'autre. Alors, encore une fois, on ne sait pas. On peut en discuter, c'est pas totalement exclu, mais on est vraiment loin de preuves immenses. Et là, la question qu'on se pose, Fred, c'est, voyons d'abord, dans ce cas, vous parlez de causes politiques, Fred, voulez-vous bien me dire pourquoi la Maison-Blanche s'amuse comme ça à affirmer des grossièretés qui seront sans doute jamais prouvées? Parce que la Chine fait la même chose de son côté. Ouais. Parce qu'ils ont dit que le virus avait été amené par les militaires américains sur une base qui est peut-être pas très loin de la Chine et que c'est comme ça que le virus est apparu en Chine. Et c'est là qu'on découvre, Fred, qu'une pandémie, c'est éminemment politique. Ben oui. Moi, et là, c'est là qu'on devient... Depuis le début, on ne sent jamais du politique. Quand les gens nous disent les politiciens sont les premiers à faire « Ne faisons pas de politique, la situation est grave et c'est pas vrai. Tout le monde... Pas tout le monde, mais la politique ne prend jamais de pause. Et Fred...
un élément clé que je ne connaissais pas, que j'ai appris cette semaine, c'est terminant. que le fameux gros laboratoire de Wuhan Oui. a été construit conjointement avec grâce à un transfert technologique, entre autres, de la France. Ah ben. La France a participé à ce laboratoire-là parce que c'est important d'avoir un laboratoire en Chine pour être capable de monitorer ce qui se passe dans ces marchés pas propres-là, entre autres. Tout à fait. Et les États-Unis n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord avec ce transfert-là. Et donc, c'est une façon de, encore une fois, dire on n'était pas d'accord et c'est grâce à ça que c'est à cause de cette erreur que maintenant on est rendu à avoir l'air fou partout dans le monde. Évidemment, on a l'air fou principalement à cause du monsieur qui est président du pays et non pas à cause de la maladie qui circule. Le monsieur son orange. Merci, God. Ce qui est inquiétant, Fred, dans tout ça, c'est pas que la Chine envoie des fusées dans l'espace pour l'instant. C'est plutôt de voir la Maison-Blanche prendre un ton agressif d'une part envers l'OMS, on l'a entendu il y a quelques semaines, maintenant contre la Chine. Et la seule affaire qu'on comprend, Fred, dans un cas de pandémie, c'est que la collaboration entre les pays va devenir excessivement importante pour arrêter ces problèmes-là dans l'œuf au départ. Ouais. Et de rentrer en guerre de mots contre la Chine, c'est pas le genre d'affaire qui fait que la collaboration va être plus simple dans les prochaines années, ça c'est clair. Mais là, God, vous voulez parler de l'OMS, ça fait plusieurs auditeurs qui m'écrivent pour me dire que ça serait bien qu'on en parle. Ça serait peut-être tout un défi, ça, de nous expliquer le fonctionnement de l'OMS et qu'est-ce qu'on reproche à l'OMS parce que ça circule. Je pense pas que l'OMS est exempt de tout reproche. Fait que ça pourrait être intéressant, Godefroy, comme prochaine chronique, de s'intéresser à l'OMS. Je vous donne ce défi-là. Oui, avec, mais écoutez, j'avais ça... avec la petite carte que vous m'avez donnée là, avant Noël. C'est ça le... Ah oui, le Joker de Noël. Le Joker de Noël. D'accord, Fred. Je vous lance l'OMS, ça, c'est parfait. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer mes recherches tout de suite. Je n'aurai pas besoin d'attendre de voir ce que les nouvelles vont me servir. Et voilà, exactement. Donc, ça peut simplifier mon travail. Ça sera, ça sera votre défi la semaine prochaine. Vous nous parlez de l'OMS pour qu'on comprenne. Ah, dans une simple chronique là, bien ramassée de 45 minutes. On va avoir du temps, Merci, God. Bye, Fred. Alors, j'ai au bout du fil Alexandre Klein. Vous êtes docteur. En fait, on va situer la chose. Vous avez publié un texte d'opinion samedi dans le journal Le Devoir qui s'appelle Surveiller et docile. C'est bien ça? Oui. Oui, tout à fait. Bon, vous êtes docteur. On va faire une petite bio. Vous êtes docteur en histoire, en philosophie des sciences. Votre champ d'études, si j'ai bien compris, c'est l'histoire des pratiques et des discours de santé à l'époque contemporaine. C'est bien ça? Exact. Je travaille sur les relations entre la santé et la société, d'un point de vue historique et philosophique. Bon, évidemment, avec la pandémie qui nous frappe depuis plusieurs mois, vous êtes... c'est un laboratoire, en fait, à chaque seconde, j'imagine, pour vous? Oui, vraiment. Et vous enseignez la philosophie au Cégep André-Laurando à Montréal et vous êtes chercheur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. C'est bien ça? Oui, bon. Tout à fait. Alors, le texte surveillé docile, dans le fond, moi, je voulais vous avoir à la balado parce que de plus en plus, on entend parler des gouvernements, pas seulement au Québec et au Canada, mais ailleurs, entre autres, qui commencent à réfléchir sur des technologies de traçage, de pistage des populations pour contrôler la pandémie, pour contrôler le déconfinement, entre autres. Et évidemment, il y a des questions éthiques, il y a des questions philosophiques à se poser. Il y a quand même des risques. Et votre texte est intéressant là-dessus. Parlez-moi un peu d'où on en est, en fait. En fait, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes capable de nous dire où on en est avec cette réflexion-là chez nos gouvernements, autant au Québec qu'au Canada. Alors, il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'au départ, le gouvernement, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, c'est parce que le gouvernement Legault avait ouvert la porte à la géolocalisation des personnes malades. Oui. Et ça a été un petit peu le cas à Québec, mais tout de suite, le gouvernement du Québec s'est un petit peu retiré vis-à-vis de ça, même si on voyait en arrière pousser les moguls et les gourous de l'intelligence artificielle qu'on a à Montréal qui poussaient pour aller dans ce sens-là. Ouais. Le gouvernement québécois n'a pas vraiment embarqué. Mais la semaine dernière, le gouvernement canadien a révélé qu'il était déjà en discussion avec un certain nombre de compagnies pour produire une ou plusieurs applications qui permettraient de tracer au moins les malades pour l'instant et peut-être plus largement les contacts que les gens ont entre eux. Évidemment, en France, il y a une application qui s'appelle Stop COVID qui est déjà en fonction
qui est utilisé par les gouvernements pour monitorer un peu le déconfinement. On sait qu'Apple et Google travaillent sur des applications. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne pourra pas y échapper? Parce que là, vous dites que le gouvernement du Québec a abandonné. Moi, j'ai tendance à penser, et je pense que la semaine dernière, j'ai vu un autre article passer où la réflexion se poursuit et on est en train de se dire que c'est peut-être la solution. J'ai l'impression qu'on n'y échappera pas. Quelles sont vos observations là-dessus? Oui, non, je pense pas que le gouvernement du Québec a abandonné. Je pense qu'il a mis un peu le frein là-dessus. OK. Bon. En voyant venir les critiques qui s'en venaient forcément. Oui. Et d'ailleurs, le gouvernement français aussi, Stop Covid, c'est compliqué. Ils l'ont annoncé au début, puis finalement, là, ils ont reculé un peu en disant que ce serait pas obligatoire pour le déconfinement. Fait qu'on voit que les gouvernements sont un petit peu mal à l'aise avec ça parce que, en effet, ça pose des gros problèmes de liberté publique et de respect des libertés publiques. Et surtout, pour répondre à votre question, je pense que oui, on va y aller. En effet, on va y aller parce que même si ça pose des problèmes, quelque part, c'est comme une solution un petit peu magique. On se dit, c'est simple, on va suivre tous les gens malades, puis dès que les gens pas malades vont croiser les gens malades, ils vont être avertis, puis ça va leur éviter d'être malades, d'être contaminés. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, mais c'est ça, parce que là, sur le plan légal, entre autres, il y a des atteintes à la vie privée qui sont à surveiller. J'imagine qu'on va nous dire, et vous le dites dans votre texte aussi, qu'on va nous dire que c'est un peu temporaire et que ces mesures temporaires-là, c'est toujours faux. Elles deviennent toujours permanentes. Et vous donnez l'exemple, entre autres, 2001 avec le Patriot Act aux États-Unis et 2015, l'état d'urgence en France, toujours maintenu. Vous dites que les gouvernements sont mal à l'aise. Sont mal à l'aise moralement ou parce qu'ils savent que politiquement, c'est dangereux, mais dans le fond, ils veulent y aller? Alors, je ne sais pas si politiquement c'est dangereux, parce que je pense qu'il y a un certain nombre partie de la population qui est intéressée par ce système-là, parce que ça s'offre comme une solution assez pratique au traitement de la pandémie. Oui. Et les gens commencent à être un petit peu fatigués d'être confinés, des méthodes de traitement habituelles qu'on a de la pandémie. Ça fait plusieurs semaines que les gens sont chez eux, ils se disent, si on a une application, puis qu'au moins on nous laisse tranquille, puis qu'on peut sortir comme on veut, peut-être c'est pas si mal, même si je dois sacrifier un peu de ma liberté. Puis on l'entend cet argument-là qui revient de dire, de toute façon, je donne déjà toutes mes données à Google et à Apple, donc ce ne sera pas si grave que ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs, vous me parlez de ça, dans le Journal de Montréal, je pense que c'est avant-hier, il y avait un sondage léger, pan-canadien, qui démontrait que 48% des Canadiens rejettent l'idée que les gouvernements puissent utiliser les données personnelles pour faire du traçage, et c'était chez les 18-34 ans, où, dans le fond, l'appui était le plus faible. C'est 38% des 18-34 ans étaient d'accord pour que leur téléphone serve à fournir des données au gouvernement, alors que chez les 55 ans et plus, c'est 54%. Donc, les plus jeunes sont plus réfractaires parce qu'ils sont comme plus habitués, on dirait, de donner. C'est un peu les conclusions du sondeur. Est-ce que ça vous surprend des résultats comme ça? Pas tant que ça, parce qu'en effet, c'est des générations qui ont toujours vécu avec leur téléphone et surtout qu'ils l'emmènent partout. Donc, ils sont habitués peut-être d'être suivis par ça, contrairement aux personnes plus âgées. Puis c'est un peu le paradoxe qui a été soulevé par un certain nombre de chercheurs, notamment en France, de dire les personnes qui devraient le plus être suivies par cette application-là, c'est les personnes de plus de 60 ans. Or, c'est les personnes qui n'ont pas forcément des téléphones intelligents, qui ne l'emmènent pas forcément tout le temps avec eux. Donc, quelque part, on rate cette cible-là. Donc, je comprends que les personnes qui sont moins nées dans un siècle numérique soient plus frileuses vis-à-vis de ça, alors que les plus jeunes, eux, s'en fichent parce qu'ils savent déjà que de toute façon, ils sont suivis tout le temps et constamment par les applications diverses et multiples qu'ils ont sur leur téléphone. Parce que je sais que Justin Trudeau a déjà dit récemment que la mesure allait être volontaire, mais est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, en fait, c'est une espèce de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on dit oui, c'est volontaire, ne vous inquiétez pas, mais que finalement, on va se rendre compte que les données ne sont pas assez précises et là, on va obliger les gens non seulement à installer cette application-là, mais à sortir avec son téléphone cellulaire pour être tout le temps pistable. Oui, et puis de toute façon, le volontaire ne marche pas parce que on compte à peu près qu'il y a une vingtaine de pourcents de gens qui seraient d'accord pour l'installer volontairement directement. Ouais. Puis c'est pas un pourcentage de la population assez important pour que ce genre d'application fonctionne. Donc de toute façon, on va devoir aller, si on veut faire fonctionner ce type d'application, vers un appel beaucoup plus grand à la population, voire une imposition de ces applications. Mais de toute façon, le problème d'être d'accord ou pas d'accord au départ ou d'être volontaire, c'est qu'au départ, on est volontaire, puis ensuite, quand on veut aller au restaurant, il faut avoir son application. Ouais. Quand on veut rentrer à son travail, il faut avoir son application. Ouais. Donc finalement, ça va s'imposer par ces biais-là, plus que par le gouvernement. Ouais. Vous affirmez que le fonctionnement de nos sociétés est basé sur le modèle de gouvernance d'une ville pestiférée.
Mode d'organisation du pouvoir basé sur cette gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault. Ah, ben oui. On sait, Michel Foucault, parfois, ça peut être un peu rébarbatif pour les gens qui ne sont pas habitués de côtoyer sa pensée. Alors, je trouvais ça important aussi de vous avoir pour un peu nous aider à comprendre l'immense, on peut dire ça, l'immense pensée de Michel Foucault. Oui. En fait, vous citez un essai paru en 1975, qui s'appelle Surveiller et punir. Ouais, en fait, et Michel Foucault, sa pensée est d'autant plus importante qu'elle éclaire beaucoup notre présent. Dans Surveiller et punir, en 75, il s'interroge de pourquoi un jour on a créé des prisons. Ouais. Avant, on punissait les gens différemment, on faisait des grands spectacles sur les places publiques, on les écartelait, on les tranchait pour les punir. Puis, un siècle plus tard, au début du 19e siècle, on a créé des prisons en se disant ça sert à rien de montrer l'exemple violemment pour punir les gens, pour que les gens respectent la loi. Il faut plutôt les mettre dans des endroits fermés et essayer de les rééduquer. Ouais. C'est l'histoire de la prison. Puis il nous dit ce changement de punition-là, ça révèle un mode de changement de gouvernement de nos sociétés. Et il nous dit on serait passé d'une société souveraine où le pouvoir est celui du roi à une société disciplinaire, donc où le pouvoir est réparti entre chacun des citoyens et chacun des citoyens va par lui-même respecter ce pouvoir-là parce qu'il sait qu'il est potentiellement tout le temps surveillé et donc il va adopter par lui-même le bon comportement et il va suivre la norme qu'il faut sans avoir besoin d'être puni pour ça. Et donc c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui et on constate que c'est ce qui se passe dans la pandémie. Vous voyez, personne n'est dans la rue à essayer de punir les gens qui ne portent pas de masque ou à essayer de punir les gens qui ne mettent pas de gants, mais le regard de tout le monde se pose sur les gens qui touchent toutes les choses avec leurs mains. Ouais. Le regard de chacun se pose sur les gens qui ont des gestes qui sont inappropriés. Ouais. Par nous-mêmes, on fait maintenir la norme sociale aux autres. Puis ça, c'est ce que Michel Foucault avait très bien montré en parlant des sociétés de la discipline, où on est très discipliné, on suit. Et c'est le texte que j'ai écrit fait un peu écho à ça, dans le sens où j'ai été très surpris, ou pas tant que ça, d'entendre Geneviève Guilbeault nous dire il faut que les Québécois soient dociles. Bon, oui, mais c'est ça, je voulais vous amener là-dessus parce que moi, je l'ai noté, moi j'écoutais le point de presse quand elle a dit ça et ça m'a vraiment fait tiquer, ça a fait tiquer plusieurs personnes sur les médias sociaux. Il y en a beaucoup, par contre, qui ont dit « Oh, arrêtez, là, elle est pas bien. » C'est la prise de parole publique, des fois on s'échappe. Évidemment, elle a corrigé immédiatement à l'aide, j'imagine, d'un conseiller en communication. Elle a fait un tweet pour dire « Oh, la langue française est très riche, j'aurais dû choisir un autre terme. » Mais moi, j'ai l'impression que c'est absolument pas anodin qu'elle ait utilisé ce terme-là de docile. Non, pas du tout. Et le chapitre central du livre Surveiller et punir de Michel Foucault de 1975 s'appelle « Les corps dociles ». Ouais. La discipline, elle fabrique des êtres et des corps dociles. Donc, on suit docilement la norme sans vraiment vouloir remettre en question. Donc, non, au contraire, en plus de la part d'une ministre de la Sécurité publique, oui. C'est encore plus révélateur, peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, et là, on va pas faire du complotisme, là, mais est-ce que se peut-il que quand les gouvernements, et là je parle pas juste des gouvernements ici, mais les gouvernements peut-être dans le monde occidental en général, quand ils ont eu les premiers rapports qu'une pandémie allait être possible, j'ai l'impression, est-ce qu'on peut penser qu'ils savaient assez tôt qu'ils n'allaient pas être prêts à affronter sur le plan médical, entre autres, pour avoir le nombre de tests, avoir le nombre d'équipements de protection, et qu'ils se sont dit éventuellement la technologie, parce qu'on sent un discours un peu naïf sur l'intelligence artificielle ces temps-ci des politiques, que c'est une panacée pour bien des choses. Avez-vous l'impression qu'on s'est peut-être dit, ah, voilà, peut-être une application qu'on pourra tenter pour essayer de voir. Je pense pas là, qu'ils savaient à ce point que la pandémie allait faire ce qu'elle allait faire, mais il y avait des informations. Ils savaient que ça s'en venait. Est-ce que vous avez l'impression peut-être que, conseillé par des gens qui poussent pour l'intelligence artificielle, on s'est dit, éventuellement, peut-être que le pistage, ça sera une occasion de le tester et de l'implanter? Alors, je ne sais pas s'ils le savaient dès le départ de la pandémie, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en effet, je pense que ça les séduit parce que ça séduit aussi les gens de se dire, si on a une solution technologique, on vit dans une société dans laquelle la technologie nous sert à régler nos problèmes. Ouais. On a un problème, on crée une application pour ça. C'est à peu près le modèle de notre société. Et cette espèce de technophilie-là, on aime la technologie, on a l'habitude de vivre là-dedans. Et quand on nous dit que là, pour régler une pandémie, la technologie, elle sert à rien parce que de fait, ces applications-là, il y a très peu de chances qu'elles participent à régler la pandémie. Ouais. Au contraire, ce sont les systèmes de santé solides, c'est la gestion de santé publique assez classique. De la prévention, mais oui. Exactement, qui permet de gérer cette pandémie-là. Mais ça, c'est pas sexy pour les gens. Les gens, ils ont envie de croire encore, parce qu'ils vivent dans ce monde-là depuis longtemps, que c'est la technologie qui va régler le problème. On a là un peu le même questionnement avec les changements climatiques. Quand on dit aux gens, il faut que vous changez votre mode de vie pour lutter contre les changements climatiques, ils disent,
Non, mais peut-être qu'on va pouvoir trouver des solutions technologiques, prendre le carbone ici, l'envoyer ailleurs. C'est le problème parce que c'est plus simple, puis ça nous met moins sur la première ligne, ça nous contraint moins personnellement. Je pense que c'est plus ce mythe-là de la technologie qui aujourd'hui est vraiment présent avec les applications de traçage. Et là, je vais terminer avec ça. Projetons-nous dans le temps, là, dans 1 an, mettons 2 ans, les technologies de traçage sont acceptées par la population. En fait, se sont installées. Les dérives possibles, pour qu'on comprenne bien à votre avis, là, au-delà des applications qui vont nous permettre effectivement d'avoir un traçage qui, oui, va peut-être nous aider, entre guillemets, collectivement à planir cette pandémie-là, mais les dérives possibles que vous voyez dans ce genre de contrôle social seraient lesquelles? Le problème du traçage, c'est qu'on va tracer les gens qui sont en bonne santé, alors qu'il faudrait tracer les gens qui sont malades. Ouais. Donc l'idée de tracer les gens malades pour essayer de repérer leurs contacts puis essayer de remonter la chaîne, c'est très intéressant. L'idée de commencer à l'appliquer à toute la population pour tracer l'ensemble de la population, ça ouvre la porte à des discriminations vraiment importantes. Parce que si je dois avoir cette application-là, par exemple, pour rentrer à mon travail, ça veut dire que si moi je veux pas de l'application, je perds mon travail. Ouais. Ça veut dire que si j'ai des symptômes, même si je suis pas malade, alors j'ai plus le droit d'aller à mon travail. Ouais. Ouais. Et surtout si j'ai un travail qui m'expose vraiment à cette maladie-là, alors ensuite, je peux plus aller faire mes courses, je peux plus parce que ça me prend une application pour rentrer dans l'UIGA ou parce qu'il y a une caméra à l'entrée du IGA, comme on l'a vu récemment, qui mesure ma température. Donc c'est plutôt cette question-là des inégalités et de la discrimination qui va pouvoir apparaître avec ces applications-là. Ouais. Au-delà du fait qu'en effet, on sacrifie une partie de notre liberté pour une sécurité qui est assez illusoire. Ouais. Mais merci. Merci de ce texte. Merci de nous avoir éclairé. Merci d'avoir accepté de participer à la balado pour nous expliciter un peu votre pensée. Et je me permets de mettre votre numéro pas très loin. Si jamais on voit que tout ça se déploie, j'aimerais bien vous recontacter pour avoir vos observations, si vous le voulez bien, évidemment. J'espère pas avoir à faire, mais si jamais on a à le faire, je pense que ce serait intéressant de vous revoir ici à la balado. Je pense qu'on va se revoir. Alors, Alexandre Klein, merci beaucoup. Donc, je le répète, vous êtes docteur en histoire et philosophe des sciences. Vous enseignez au Cégep André Laurando et à l'Université d'Ottawa, à la Faculté des sciences de la santé. Merci d'avoir participé à la balado. Merci à vous. Alors, j'ai la chance d'avoir enfin trouvé un interlocuteur pour parler d'Afrique. On ne l'avait pas fait encore. Karim Djenko, bonjour. Bonjour, Fred. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, alors parle-nous de ce que vous faites. En fait, vous êtes journaliste, directeur de la radio des Nations Unies au Mali. C'est ça que j'ai... C'est bien ça. C'est une radio qui a été lancée par les Nations Unies en 2014 pour accompagner le processus de paix dans ce pays. Oui. Donc, une radio de service public généraliste qui d'ailleurs est très active en ce moment dans la prévention contre le coronavirus au Mali. Oui. Et vous avez été journaliste également à Radio-Canada, à la Salle des Nouvelles, à Montréal, à Toronto. Absolument. Donc, vous avez cette formation de journaliste. Et là, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous avoir, vous, pour nous brosser un tableau général de la situation du coronavirus sur le continent africain. Quand j'ai fait l'appel à tous sur Facebook, les gens me disaient, j'ai dit, hey, je cherche quelqu'un pour parler d'Afrique. Évidemment, les gens me disaient, là, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est bon. On est conscient de ça. On ne pourra pas faire le tour exhaustif de ce qui se passe, mais je pense que vous êtes capable quand même de nous donner une bonne idée, peut-être des zones plus chaudes ou les zones qui s'en tirent mieux sur le continent africain. Absolument. Je ferai de mon mieux pour donner un portrait à peu près réaliste de la situation sur le continent. Bon, et là, justement, comment on peut, sachant dans bien des pays l'état de l'économie, jusqu'à quel point que la santé publique et justement les données que vous allez nous communiquer, elles sont fiables ou jusqu'à quel point, dans le fond, on sous-estime peut-être? Est-ce que vous avez remarqué ça ou on est capable quand même d'avoir un tableau assez précis? Écoutez, j'ai des chiffres officiels du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, qu'on appelle. Oui. Aujourd'hui, au 6 mai, on compte 52 175 cas sur tout le continent pour un peu plus de 2000 morts. Oui. Donc, c'est largement disons, des chiffres qui sont acceptables dans le contexte actuel. Oui. Il faut dire que le continent, il y a quand même 1,2 milliard d'habitants.
Donc 1,2% des cas de Covid dans le monde entier, c'est en Afrique, alors que le continent regroupe 17% de la population mondiale. Donc c'est un continent qui est relativement épargné. Les chiffres, il faut prendre pour ce que c'est. Parce que plus on teste en général, plus on peut découvrir des cas. Et certains pays ne sont pas équipés pour avoir des tests aussi efficaces. Mais quand même, Fred, on peut dire que s'il y avait l'explosion de cas sur le continent, on aurait constaté un embouteillage dans les hôpitaux. Voilà, et c'est pas ce qu'on constate. Donc, on peut présumer que même si les chiffres sont relativement sous-évalués, ça donne un portrait assez réaliste donc, de la situation en Afrique. Donc, l'Afrique, on peut dire en général, s'en sort pas si mal, alors qu'au début de la pandémie, il y avait des échos qui nous disaient que ça allait être l'hécatombe, entre autres, en Afrique. Et là, il faut savoir les raisons. Est-ce que vous avez... faut quand même comprendre que les gouvernements ont réagi aussi, ont débloqué des fonds pour faire face à la pandémie. Le FMI, entre autres, il y a des institutions... qu'est-ce que fait le FMI parce que le FMI a joué un rôle quand même pour permettre aux États d'avoir des liquidités. C'est relativement minime. Là, on parle d'allègement de la dette pour une vingtaine de pays pauvres, on va dire. Il y a majoritairement des pays africains. Il y en a 17 dans le lot si des comptes sont bons. Donc, on dit vous ne payez pas votre dette. Entre-temps, l'argent, servez-vous pour faire autre chose, notamment pour contrer la propagation du virus. Ça reste relativement peu par rapport aux attentes du continent. Mais vous avez posé la question de savoir pourquoi. Contexte, l'Afrique a été touchée, les premiers cas sont arrivés quelques semaines avant l'Europe. Et les États-Unis, la Chine, bien évidemment. Donc, sur le continent, on a eu le temps quand même de se préparer, de se servir également des expériences en Europe, notamment en Italie, de ce qui a marché, de ce qui a moins marché. Et on a prévenu en mettant en place un certain nombre de critères. Il y a des critères objectifs, et puis évidemment, quand on parle du continent, c'est toujours le catastrophisme, mais les gens sont capables également de se prendre en main. Se prendre en main, c'est passer par des mesures assez difficiles de premier abord. Là, on parle de confinement, de quarantaine, on parle aussi de couvre-feu pour certains pays, et on est même allé jusqu'à couper la capitale du reste du pays. La capitale de quel pays? Les capitales en général, je peux citer Abidjan, je peux citer le Burkina Faso, Ouagadougou, pour ne citer que ces capitales-là. Donc les villes densément peuplées, on les a vraiment confinées d'une certaine façon du reste du pays. Absolument. Et vous savez que pour voyager en général, les cas venaient de l'extérieur. Pour voyager en général, on passe par la capitale. Alors quand on coupe la capitale du reste du pays, c'est plus simple de prendre en compte les cas qu'on peut recenser assez rapidement, quarantaine, prise en charge, etc. Et d'ailleurs, il faut aussi dire que les pays les plus touchés, là on parle notamment de l'Algérie, avec 476 morts et un peu plus de près de 5000 cas en date d'aujourd'hui. On parle d'Égypte, du Maroc, de l'Afrique du Sud. Il y a une constance. Ces pays-là ont la particularité d'avoir beaucoup, du moins, de liens avec l'Occident. Beaucoup de touristes et beaucoup de voyages aussi des populations. Exactement. Et puis, ceux qui sont touchés en général, c'est l'élite qui peut voyager. C'est les politiques, c'est les hommes d'affaires qui ne vivent pas dans les quartiers populaires et donc qui ont moins de risques de contaminer des quartiers populaires parce que là, ils sont dans les grosses villas, c'est plus simple de les contenir. D'ailleurs, il y a énormément de ministres dans certains pays qui ont été touchés. De ministres. On ne parle pas d'un seul, de plusieurs ministres qui ont été touchés par le Covid, le Covid-19 pour le reste du Canada, enfin du monde, et la Covid pour le Québec, ça c'est assez particulier. Je sais. C'est comme la balado. Moi, je dis une balado, alors que tout le monde dit un balado, mais bon, je pense qu'on finit par se comprendre. Il y a une autre réalité aussi, peut-être, qu'on n'a pas pensé quand on a vu le peu de victimes, mais qui, malheureusement, aussi est une réalité triste de l'Afrique. C'est qu'ici, on le voit bien au Québec, entre autres, ce sont les personnes âgées qui sont durement frappées. En Afrique, c'est pas le cas, puis il y a des raisons pour ça. Parce qu'il y a 60% de la population à moins de 25 ans en Afrique. On parle de 19 ans comme l'âge moyen. Or, la maladie, le virus touche
fait énormément de dégâts auprès des personnes âgées. Pour utiliser une formule sarcastique d'un écrivain ivoirien qui disait « Il n'y a plus de vieux à tuer sur le continent ». Donc, c'est plus simple de contenir ça quand il s'agit de jeunes. Et il faut aussi ajouter, Fred, qu'il y a quand même moins d'obésité pour des raisons évidentes. Ben oui. Et c'est un risque majeur, on le sait, de mortalité en ce qui concerne la COVID-19. Donc, pour tout le continent, qui fait 1,2 milliard d'habitants, on a moins de cas, moins de morts qu'au Canada. Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est pour vous dire. Bon, et évidemment, depuis le début de la pandémie, on entend les théories du docteur Didier Raoult en France. Nous, on a parlé la semaine dernière ici à la balado avec Godefroy de Jean-Dominique Michel, qui est un anthropologue de la médecine, qui lui prétend que l'hydrochloroquine, la chloroquine, on aurait dû utiliser ça n'avait pas de risque, que c'est un médicament évidemment utilisé contre le paludisme depuis les années 50, entre autres en Afrique. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette utilisation que l'Afrique est habituée d'avoir, en fait beaucoup de pays africains, les populations qui utilisent des médicaments contre la malaria auraient pu avoir un effet protecteur contre la COVID-19? On ne sait pas encore tout du coronavirus, mais ce qui est sûr, c'est que la chloroquine, moi j'ai pris de la chloroquine parce que pour le paludisme, qui est une réalité quotidienne de nombreux Africains, surtout au sud du Sahara, on a peut-être développé une résistance plus grande justement éventuellement au coronavirus. Il faudra que ce soit confirmé par d'autres études. Mais il y a également le vaccin de la tuberculose, notamment le BCBG, qui agirait éventuellement comme une espèce de paratonnerre contre un certain nombre de virus, dont le coronavirus. Intéressant. Tout ça reste à être confirmé, justement, parce qu'on ne sait pas grand-chose encore. Mais par rapport à la chloroquine, certains pays ne se sont pas gênés, comme le Sénégal, n'ont pas attendu le OK de l'OMS pour pouvoir y aller à fond pour les cas de traitement de malades. Il y a la chloroquine, mais il y a également cette recette de grand-mère, on va dire, cette plante que le président de Madagascar présente comme un traitement du coronavirus. Et pour le moment, on n'a pas encore les preuves. On leur a demandé de produire des preuves des traitements cliniques, mais ça n'empêche pas certains pays africains de commander, se dire prêts à utiliser, et certains le font déjà. Bon. Donc, ça donne une idée. Évidemment, il y a eu des critiques, comme ici, entre autres, sur le côté drastique de certaines mesures. On a dit que c'était excessif, ça allait avoir des impacts économiques dans un continent déjà économiquement peut-être plus fragile. Et il y a des gens, entre autres, qui se sont un peu battus comme ça. Je vais faire entendre un extrait à nos auditeurs, mais j'aimerais que vous le commentiez par la suite. C'est totalement irresponsable aujourd'hui de dire que l'Afrique a pris des mesures trop difficiles. Nous, on mange en Afrique, dans certains pays d'Afrique, dans le même bol. On mange à la main. Et on sait ce que le Covid passe aussi par la salive. Essayer de mettre en place des mesures rigides pour stopper l'expansion de ce virus-là, je pense que c'est la seule voie à adopter. La seule voie à adopter pour obtenir des résultats rapides. Et justement, nous, les journalistes, on pousse à ces mesures et les communicants à ces mesures un peu rigides pour que les gens puissent prendre conscience que cette maladie est très grave et ce virus est très grave et il tue vite. Donc, là, on vient d'entendre Nadine Diatta. Parlez-nous un peu de qui elle est. En fait, c'est une Sénégalaise? C'est une Sénégalaise qui est responsable d'une agence de communication et elle est porte-parole d'un collectif de journalistes et de communicants qui a lancé une campagne qui s'appelle « Protégeons-nous » pour intensifier les efforts de prévention contre la COVID-19. Et donc pour elle, tous ceux qui se plaignent des mesures prises par les pays africains pour faire face à ça, eh bien, ils n'ont rien compris. Pour elle, c'était impératif justement de les adopter, qu'importe que ce soit difficile économiquement. Évidemment, on le sait. C'est le même débat qu'on a ici, en fait, l'économique versus l'être humain. Puis c'est vraiment des questions éthiques on n'a pas été confrontés, nous, en tout cas en Amérique du Nord, pas souvent. Et c'est le même débat, en fait, qui fait rage. Et c'est drôle parce que aussi, les masques, là, je le vois dans les notes que vous m'avez envoyées, le port du masque également, ben, ça s'est posé assez rapidement en Afrique. Et il y a eu des initiatives citoyennes, si on peut dire.
Entre autres, celle de la princesse, que je ne connaissais pas évidemment, princesse burundaise, Esther Kamatari. Parlez-nous d'elle un peu. C'est un mannequin, ancien mannequin égérie de mode, qui a représenté des grandes maisons, notamment en France. C'est c'est le premier mannequin noir en fait, de l'histoire, et qui depuis s'est reconverti dans l'humanitaire. Elle a créé une fondation et elle partage son temps entre la France et le Mali. Et au Mali, justement, quand la crise a éclaté, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé, devant la pénurie de masques, parce que même quand il y en a en pharmacie, ça coûte 5 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent, alors que les gens vivent à peine avec $1 par jour. Donc, elle s'est dit, plutôt que des masques qui sont périssables, ou du moins qu'on ne peut pas utiliser après 3 heures, on va fabriquer des masques sur place, avec du coton local. On va aller l'entendre, justement, elle en parle de cette richesse du coton local. Le Mali a une chose exceptionnelle, c'est la qualité de son tissu, l'or blanc du Mali. On faisait des masques. Mon mari est médecin, et donc il m'a dirigé. Il y en a une vingtaine de tailleurs qui travaillaient là-dessus. Donc au départ, nous l'avons essayé plusieurs fois pour qu'ils puissent être conformes à notre visage. Donc nous avons un contrôle qualité. Ensuite, nous les envoyons au pressing. Ils sont lavés, repassés et conditionnés. Nous avons remis 1000 masques au ministère de la Santé. Bon, alors, c'est vraiment une initiative extraordinaire. Vraiment, elle disait qu'elle a remis 1000 masques au ministère de la Santé, puis ils vont en fabriquer d'autres. J'imagine que c'est pas la seule initiative, entre autres pour les masques. Ça, c'est sûrement... Est-ce que ce côté-là, en fait, débrouillardise, qui ici est plus ou moins, c'est drôle, la bureaucratie, on le voit bien, entre autres en santé, fait en sorte, en éducation aussi, parfois, le ressort d'initiative est peut-être moins là. Puis j'ai l'impression, à moins que je me trompe ou que je suis très naïf, mais que dans bien des régions d'Afrique, ça fait longtemps qu'on a mis de côté justement cette paralysie pour être extrêmement créatif, inventif en situation de pandémie. C'est le système des Fred, on se débrouille quand on ne peut pas compter absolument sur les autorités pour nous venir en aide. C'est vrai que depuis, différents pays ont commandé. Le Maroc, par exemple, a produit des millions de masques par jour, a mobilisé toutes ces entreprises. Les gouvernements ont reçu des masques, des dons, mais également ont commandé des masques. Il y a certains pays qui, par exemple, obligent les citoyens à porter des masques, mais les citoyens n'ont pas attendu ça. Système des coutures, allez hop, on y va. Même quand ici on débattait de est-ce qu'on doit porter les masques, on ne doit pas porter les masques. En Afrique, déjà, on était déjà en mode survie, donc on s'est débrouillé avec les moyens de bord. Vous parlez tantôt de donations, vous venez de le dire, en fait, il y a des entreprises qui ont donné des masques. Et là, évidemment, quand j'ai annoncé la semaine dernière qu'on allait pouvoir parler avec, en fait, de ce qui se passe en Afrique, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit pour me dire... Il était curieux de savoir le rôle de la Chine. On sait que la Chine veut se positionner comme la superpuissance économique mondiale en remplacement des États-Unis. On sait, moi, pour avoir voyagé, entre autres, en Grenade il y a quelques années, où c'était omniprésent dans les Antilles, la présence de la Chine, le gouvernement qui finançait des centres communautaires, des installations sportives. Et là, vous me disiez que par l'entremise de l'homme d'affaires Jack Ma, qui est le patron d'Alibaba, il y a eu des équipements médicaux gracieusement offerts aux pays africains. Et je pense que ça a créé quand même un certain malaise dans certains pays africains, en fait. Oui, absolument, parce que ce don généreux de la Chine, par le biais notamment de cet homme d'affaires, est arrivé au moment où, en Chine, des étudiants africains et des Africains, pour la plupart, étaient pris à partie. Ironie de l'histoire, les Chinois les accusaient de propager la COVID-19 alors que ça vient de là. Et donc, il y a eu une grosse polémique, et même qui allait très très loin. Je pense que les présidents africains ont interpellé la Chine par rapport à cette situation. Donc, ce don en matériel, mais également l'expertise a été mal accueillie par beaucoup de pays africains, beaucoup de citoyens africains qui se disaient que c'était une façon de se racheter, de se positionner aussi. Et même si, évidemment, dans le contexte actuel, certains sont mal placés pour refuser ce don, mais disons que ce n'est pas passé comme une lettre à la poste. En terminant, Karim,
c'est drôle parce que, bon, les points communs entre l'Afrique et ce qui se passe au Québec sont pas nombreux, mais vous m'avez envoyé un extrait que je vais diffuser à la fin, là, dans quelques instants, mais qui montre qu'on a un point commun, c'est-à-dire que et ici et en Afrique, on a, j'imagine, souvent fait appel à des vedettes, à des chanteurs, à des chanteuses, à des artistes pour sensibiliser la population à faire attention, à se distancier. Et évidemment, on pense souvent à Amadou et Mariam en Afrique parce qu'ils ont une place importante ici au Québec. Mais vous m'avez envoyé un extrait, puis je vais le faire jouer pour terminer cette entrevue, où ils ont enregistré un message, un peu comme certains artistes ont fait ici, pour parler à la population. On va terminer avec ça. Je veux vous remercier, Karim Djenko. Je vais garder évidemment votre numéro. J'aimerais... Parce qu'au Chili, entre autres, quand il y a eu des problèmes politiques avant Noël, j'ai trouvé quelqu'un qui est devenu, en fait, un chroniqueur régulier qu'on appelle de temps en temps. J'aimerais pouvoir faire la même chose avec vous quand l'actualité le commandera, d'avoir cette antenne en Afrique. Je pense que ça faisait longtemps que je voulais trouver une façon et la bonne personne, et j'ai l'impression, sans vouloir être flagorneur, de l'avoir trouvé. Alors, je ne sais pas si vous acceptez de relever ce défi d'être notre antenne en Afrique pour les mois à venir. Ben, ce serait un grand plaisir, Fred, de participer à faire comprendre et connaître ce continent-là qui, évidemment, n'a pas toute la place dans l'actualité de façon générale. Ben, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas du Nord. Il n'y en a pas du tout, absolument. En fait. Voilà. Alors, on va se laisser avec Amadou et Mariam. Et merci encore, Karim Djenko, journaliste pour la radio des Nations Unies, ancien journaliste à Radio-Canada. Merci vraiment de nous avoir brossé ce tableau. Je pense qu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe là-bas. C'était un survol, mais éventuellement, on pourra peut-être approfondir. Donc, on écoute tout de suite Amadou et Mariam et leur message à la population. Salut, c'est Amadou et Mariam. Protégeons-nous. Le coronavirus est là. Se laver les mains régulièrement avec du savon. Non. Évitez de se donner les mains si possible. Suivons le conseil des médecins. Évitons les grands rassemblements et respectons les consignes données par les autorités. Que Dieu nous protège contre cette maladie. Alors, Hélène Faradji, bonjour. Salut Fred, comment ça va? Ça va pas pire. Ça va mieux cette semaine que la semaine passée. Ouais, le moral est mieux. Ah, ben tant mieux. Ouais, tu vois, moi c'est la perspective du déconfinement. Je sais pas. Disons que je me lève le matin, je trouve ça génial. Je me couche le soir, je trouve ça terrible. Ah ouais, hein? Donc, faut que je décide si je renvoie mon enfant à l'école ou pas. Est-ce qu'on peut te demander ce que tu as décidé? Pour l'instant, oui, sous réserve. Oh, OK. Moi je l'aurais pas envoyé. Ben, disons que plus les jours passent, moi, je suis convaincu que c'est un oui. Non, mais c'est clair. De toute façon, on va regarder les points de presse à chaque jour. Ça va changer à chaque jour, de toute façon. Alors, ça va même pas prendre une semaine. Ben, disons que pour chasser la peur, puis d'autres raisons un petit peu plus esthétiques, ben, j'ai décidé de faire un truc, c'est de me mettre à courir. Ah oui, mon Dieu! Comme tout le monde, et 5 semaines après tout le monde. Et est-ce que ça va bien? Ça va très mal. Hein. C'est pas du tout mon sport favori, mais j'y vais très tôt le matin, donc il n'y a absolument personne. Ce qui me fait penser que soit les gens sont vraiment des lève-tard, soit peut-être qu'on a besoin d'un public pour courir. OK. Moi, je pense que... Moi, je cours. Là, j'ai arrêté un peu. Moi, je fais l'inverse des gens. Moi, je courais avant contre-courant. La COVID. Mais là, ça me tente moins, en fait. Puis je suis moins dedans. Ouais, moi, les grandes journées assises sur mon canapé commençaient à être vraiment longues. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais je fais une petite routine d'exercice quand même dans la maison. Je bouge un peu, mais pas beaucoup. Et j'essaie de marcher. Mais est-ce que tu connais le livre Courir mieux? Là, je fais une plug que je devrais pas, mais en fait, c'est pas vrai. Jean-François Harvey, Courir mieux. Si tu as envie de courir, tu as envie que ça marche et que tu veux commencer de la bonne façon, va te chercher ce livre. Je pourrais même te le prêter. Je l'ai, Courir mieux de Jean-François Harvey. C'est vraiment un must. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à courir après 26 ans de tabagisme. Puis je riais de ça, moi, les gens qui couraient avant. Puis avec ce livre-là, on a tout compris. Ça a aidé. Puis il y a un programme d'entraînement là, qui est vraiment facile à suivre et qui c'est vraiment une initiation. Parce que le risque, quand on commence, c'est de commencer trop fort un peu puis de plus aimer ça parce qu'on se fait chier. Alors qu'avec ce livre-là, on se fait pas chier. Mais on va rester... Oui, mais ça, ce sera pas un danger pour moi, là, commencer trop fort. Là. Il n'y a aucun danger parce que je suis terriblement encrassée puis ça me prend vraiment une espèce d'effort, de motivation. Il faut que je me botte le cul pour y aller. Ouais. Ça me fait du bien. Et ce nouvel état d'esprit combiné surtout à une entrevue
qu'a donné l'immense documentariste Ken Burns au Wall Street Journal. On y vient, justement. Oui. Comment? Mais c'est ça, je voulais trouver une façon qu'on arrive à votre sujet de chronique. Voilà, mais aussi. c'était prévu, c'était tout construit. Wow, de leur ça m'a fait arriver à un documentaire en 10 parties qui est diffusé sur Netflix, qui vient à l'origine de ESPN et qui s'appelle The Last Dance. Bon. Un documentaire en 10 parties, donc consacré à la surhumaine star du basketball, Michael Jordan, qui a gagné à peu près tous les records qu'on peut imaginer, mais surtout un documentaire sur les déboires connus par son équipe, les Bulls, champions d'entre les champions. Oui. Attendez, Hélène, est-ce que c'est Ken Burns qui réalise le documentaire? Pas du tout. Okay. Ken Burns, en fait, c'est plein de The Last Dance. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. Et juste pour rappeler un peu aux gens, Ken Burns, c'est quand même une sommité dans le monde du documentaire. The Civil War, The War, ou bien sûr baseball. Donc, il a fait des documentaires sportifs. Aussi. Jazz, qui est extraordinaire. Jazz. Mais baseball, ce qui était intéressant, c'est que c'est 9 parties qui couvrent vraiment toute l'histoire du sport, mais aussi, parce que c'est Ken Burns, toute l'histoire de l'Amérique, donc avec des épisodes sur l'urbanisme, le racisme, le syndicalisme, etc. En fait, c'était les 9 manches d'une partie de baseball. En fait, c'était 9 parties. Exactement. C'est pour ça qu'il y a 9 épisodes, voilà. Et c'est assez fascinant, si vous pouvez mettre la main là-dessus. C'était PBS à l'origine, mais ça doit être disponible un peu partout. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un bon documentaire sportif, celui-là, il est extraordinaire. Et en lisant cette entrevue qu'a donnée Ken Burns au Wall Street Journal, je me suis dit, mais en fait, c'est pas lui qui a un problème, c'est moi. C'est moi qui me suis fait avoir comme une bleue par le titre super racoleur que j'ai vu partout, qui était Ken Burns slams the Michael Jordan Doc Series. Ken Burns détruit The Last Dance avec le sous-titre « C'est pas comme ça qu'on fait du bon journalisme ». Alors, évidemment, avec un titre comme ça, moi, je m'étais dit, bon, attention, réflexion, débat d'idées, critique, pensée que je vais téter comme le bébé tète le sein de sa mère. Eh ben non, vraiment, comme une débutante, je me suis fait avoir par ce titre racoleur. Parce que quand on lit l'article, il n'y a aucune critique de fond. Il n'y a aucun regard transcendant. Il y a juste le brave Ken Burns qui dénonce en à peu près 2 lignes la production de The Last Dance parce qu'une des compagnies impliquées dans la mise au monde de cette série, c'est Jump 23 qui est la propriété de Michael Jordan lui-même. Aha! Alors effectivement, ça paraît jamais super quand le sujet du film est aussi le producteur du film, mais bon, dans les dernières années, c'est devenu à la mode. Ça a permis aux films sur Elton John ou Queen de gagner des Oscars. Ouais. C'est une mode fâcheuse de concevoir les œuvres d'art comme des supports à la gloriole de tel ou tel héros moderne. Ouais. Mais peut-être que cette fois-ci, Ken Burns, il a dégainé un peu vite parce que dans l'entrevue, il dit lui-même que, il n'avait pas vu The Last Dance, puisque la diffusion venait à peine de commencer sur Netflix. Netflix qui d'ailleurs a opté pour un choix de programmation un peu étrange, c'est-à-dire de dévoiler 2 épisodes chaque lundi. Ah. Donc, c'est pas encore entièrement. On revient à ce que la télé était un peu avant. Exact. C'est un peu bizarre. Je comprends pas trop. Mais d'ailleurs, ce n'est pas fini en ce moment. Donc, j'en ai vu 8. Et les 2 derniers, ça va être lundi prochain. Je ferai un suivi si besoin est sur la série. Juste pour dire, sur le principe, c'est bien d'être méfiant, d'être critique, mais il faut quand même essayer de voir de quoi il s'agit avant d'établir des jugements de valeur comme ça. Mais je sais que moi, pour ma part, je me donnerai comme règle désormais de ne plus jamais me fier au titre des articles, parce qu'honnêtement, c'est vraiment de la boîte. Mais là, bon, c'était trop tard et ça m'avait quand même déjà... De la boîte ou de la boîte? De la boîte, de la boîte. Et là, c'est ça, c'était trop tard, ça m'avait déjà donné envie de regarder The Last Dance. Je vous fais écouter un extrait de la bande-annonce avant de vous en parler. Michael Jordan's the only player that could ever turn it on and off, and he never freaking turned it off. It just didn't seem real. There was none other like him. His balance, his footwork. We felt like we were the greatest team ever. You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be, in effect, driven out of professional basketball. We're entitled to defend what we have until we lose it. The only question, how long can it last? Bon, alors...
Ça plante le décor. Hein. Ça plante le décor. En fait, c'est un ton hagiographique, si on pourrait dire. Là. Oui, alors presque. On flirte avec la géographie, mais ça reste quand même relativement critique. Et je dois dire que au-delà de Last Dance, moi, je suis une grande amatrice de sport et de la diffusion du sport. Parce que, peut-être pas de basketball, mais de tous les sports en général. Et j'avoue qu'au début de l'année, quand on a su que les Jeux olympiques avaient été annulés, j'étais vraiment triste parce que ces moments-là, en particulier les Jeux, c'est des sources d'émotions, de fébrilité qui ne se comparent pas vraiment. C'est une façon d'être ensemble qui libère des émotions comme rien d'autre. On braille, on est galvanisé, il y a du suspense, il y a de la tragédie. Rappelez-vous de Joanie Rochette. Il y a de l'humain à plus savoir quoi en faire. Et quand la fiction ou le documentaire s'empare du sport, en général, ils arrivent à prendre ces émotions et à les rendre encore plus lisibles, encore plus premier degré, ce qui les rend parfaitement libérateurs. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que si on voulait jouer au jeu de lequel regarder, film ou documentaire de sport, s'il en restait qu'un, je vous conseillerais When We Were Kings de Léon Gast en 96 sur l'incroyable combat entre Mohamed Ali et George Foreman en 74 à Kinshasa. C'est non seulement du sport à son meilleur, mais en plus du cinéma à son plus haut. Donc, c'était loin d'être une torture pour moi de plonger dans The Last Dance. J'étais très contente. Et effectivement, on a ce petit problème de point de vue, de distance, parce que Michael Jordan n'est évidemment jamais contredit. Le regard ne déborde pas d'objectivité. Mais rapidement, on se rend compte que ce n'est pas tant lui le sujet que les Bulls, les Chicago Bulls, c'est-à-dire cette équipe de stars. On parle de 8 joueurs dans le Hall of Fame, ce qui est quand même énorme, et qui, après des années de pure misère, a fini par gagner le championnat en 91, 92, 96, 97 et 98, ce qui est complètement fou. Et je dirais que si Ken Burns avait regardé la série, il aurait peut-être soulevé ce qui, à mes yeux, est vraiment problématique, c'est-à-dire cette espèce de maladie qui semble affliger le documentaire moderne, qu'on voit par exemple chez Alex Gibney ou chez Asif Kadapia qui avait fait les documentaires sur Amy ou sur Ayrton Senna, c'est-à-dire de beurrer entièrement les images d'une musique incroyablement dégoulinante, ce qui est vraiment un frein à l'amour et surtout cette façon d'enchaîner les archives, les entrevues tête parlante sans vrai fil directeur, sans ligne qui permet de ne pas passer du coq à l'âne. C'est une maladie qui a l'air de faire penser au créateur que le sujet, la personnalité du sujet suffit et qu'on n'a pas besoin du récit, on n'a pas besoin de le travailler, ce qui est complètement faux. Ceci dit, je n'ai pas regardé un truc que j'ai haï juste comme ça. J'ai quand même appris beaucoup de choses dans The Last Dance qui a réussi à retenir cette leçon qui est celle de Ken Burns. Si tu restes le nez collé sur le sport, ça ne suffit pas. Il faut que tu utilises le sport pour mieux comprendre le pays, la société, le monde dans lequel il existe. Et ça arrive très, très vite dans The Last Dance. Par exemple, avec cette façon qu'a Michael Jordan de ne jamais parler d'équipe, mais de franchise. Et c'est un glissement sémantique tout bête, mais qui fait comprendre à quel point le monde du sport, ce n'est que du business. Et Dennis Rodman, qui fait partie de la même équipe, à un moment donné, avec une candeur que j'ai trouvée vraiment charmante, va dire moi, honnêtement, j'aurais joué gratuitement au basketball parce que j'aime ce jeu-là, mais on est payé pour toute la bullshit autour. Ça, je veux bien le croire, parce qu'effectivement, ça n'a pas l'air évident. Mais surtout, The Last Dance, moi, ça m'a donné ça m'a permis de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, à faire résonner des idées que je voyais dans ce documentaire avec ce qu'on vit en ce moment et qui font aussi mesurer ce qui est risqué avec cette transformation profonde du sport qui va avoir lieu durant la pandémie. C'est-à-dire l'ascension sociale, la notion de collectif et le besoin de héros. Je commence avec l'ascension. C'est un cliché, mais il est vrai. Et l'histoire de Scottie Pippen et de Dennis Rodman, qui sont tous les deux dans les Bulls, elle le montre. Le sport, pour une petite poignée d'élus, c'est une façon de pouvoir briser le déterminisme social. Tous les deux, ces deux joueurs-là, ils ont grandi dans des milieux pauvres, voire très pauvres. Dennis Rodman, il a même vécu dans la rue pendant un bout de temps.
Et sans le fait d'avoir pu un jour avoir un ballon de basket dans leurs mains, ils auraient peut-être été condamnés à une vie beaucoup plus destructrice. Alors oui, c'est une poignée d'élus. On s'entend que ça ne concerne pas tous les gens qui vont se mettre au sport d'ici demain. Ouais. Mais pour cette poignée-là, on se dit comment ils vont pouvoir s'en sortir, parce que le sport, c'est aussi, en tout cas tel qu'il est en train de se modifier et de changer, c'est aussi cette possibilité de s'extraire d'un milieu défavorable qui s'en va. Mais est-ce qu'on s'en extrait vraiment? Parce que moi, en tout cas, j'en parlerai à la fin de votre chronique de la NFL. Ouais. Moi, je suis un gros fan de football, de la NFL. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de joueurs qui retournent après dans la mais en fait, c'est que pendant leur carrière, ils gardent le même entourage. Il y a beaucoup de joueurs qui sont issus, je dirais pas des gangs de rue, mais de milieux qui feraient avec les gangs de rue. Donc, rendus millionnaires, ils ont un entourage de profiteurs. Bon, c'est ça. Et nombre de joueurs sont lessivés financièrement 2 ou 3 ans après leur carrière. Donc, c'est dur de s'extraire. Ça montre comment c'est dur. Et en fait, les millions ne vous extraient pas automatiquement du milieu social d'où vous venez. Ah, c'est sûr. Puis le déterminisme social est tellement fort que même si une porte s'ouvre, c'est difficile après qu'elle ne nous reclaque pas sur les doigts. Ça, c'est évident. Mais pour comme je disais, une petite poignée d'élus, au moins cette possibilité-là existe. Et si le sport se transforme, peut-être que ça aussi, ça va faire partie des conséquences qu'on n'imaginait pas, mais qui vont avoir lieu. Tout à fait. Ensuite, The Last Dance, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment parlé, c'est cette idée de collectif. Ouais. Les sports d'équipe, comme le basketball, ce que ça montre, ce que ça nous apprend, c'est que la victoire, c'est jamais celle d'un seul homme. Chaque membre devient une partie intégrante d'un tout qui va triompher ou périr ensemble. Et dans le contexte des Chicago Bulls, c'est pas allé de soi à cause de Michael Jordan. Oh. Quand il y a une superstar dans une équipe, quelqu'un qui est capable de voler dans les airs, forcément, ça devient un petit peu difficile. Les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Au mieux, des faire-valoir. Ouais. Et dans le cas des Bulls, ça a pris l'arrivée d'un nouveau coach, Phil Jackson, qui apparemment très féru de traditions autochtones et de connaissances autochtones. Ah ouais. Ça a pris son arrivée pour que ça puisse débloquer. Et ça n'a pas été facile. Michael Jordan, à un moment donné du documentaire, on le voit assis dans son palace et il va dire... Ouais, le coach m'a dit assez carré, il n'y a pas de I dans team. Et je lui ai répondu, ouais, mais il y en a un dans win. Et ça a pris que Michael Jordan comprenne que l'individualisme, ça allait le mener nulle part. Ouais. Ça a pris que Scottie Pippen, qui est l'éternel second, qui a été méprisé notamment financièrement, ça a pris qu'il réagisse. Et ça a pris que tout le monde constate une chose, c'est-à-dire que quand les adversaires des Bulls, notamment les Pistons de Détroit, jouaient contre eux, ils se fichaient complètement des autres joueurs et ils se contentaient de bloquer Jordan par tous les moyens, même les plus physiques, et ils finissaient par gagner le match, évidemment. Et le parallèle, pour moi, il est clair. Le virus, en ce moment, il attaque les institutions les plus stars de notre société, l'hôpital, l'école, l'économie. Et si on laisse ces institutions-là tout seules, si elles ne peuvent pas s'appuyer sur tous les éléments de l'équipe, qui eux aussi sont capables de compter des buts, ce sera la défaite. Et donc, tout ça m'amène au dernier truc que m'a fait réaliser The Last Dance. C'est qu'en ce moment, on a désespérément besoin de héros. Et pas d'un héros tout seul qui sauverait le monde avec ses petits bras musclés, on n'est pas chez Disney, mais un héros symbolique, métaphorique, collectif, quelqu'un ou quelques-uns capables d'incarner les grandes valeurs héroïques que les Bulls ont incarnées à leur manière, c'est-à-dire le travail. Michael Jordan, si on apprend quelque chose dans ce truc-là, c'est que c'est un besogneux, c'est quelqu'un qui travaille, la détermination. Le coach va le répéter souvent, le focus, c'est la victoire et tout le monde doit avoir les yeux dessus pour que ça fonctionne. L'humilité, mais pas niaise, c'est Scottie Pippen, le gars dans l'ombre qui assure et qui l'incarne. Et puis l'audace, par le coup de génie, c'est la présence de Dennis Rodman, l'électron libre, celui qui va apporter ça. On a besoin de héros en ce moment pour continuer à espérer, à croire, pour triompher de l'adversité. Alors oui, on a vu Laurent Duvernay-Tardif assurer autant sur un terrain que dans un CHSLD. Ouais. On a vu Federer, Nadal et Djokovic se réunir pour imaginer un système de redistribution des richesses pour que les joueurs de tennis les moins bien nantis puissent passer à travers la crise. Et tout ça, ça fait du bien, mais ça ne suffit pas.
Parce que ce dont on a besoin en réalité, c'est ce que les héros provoquent, c'est-à-dire cet élan collectif, cette émotion qu'on a devant le sport qui nous donne le sentiment qu'on est dans l'unité, dans le ensemble. Et ça, si je suis honnête, ça fait longtemps, même pré-pandémie, qu'on l'a pas eu. Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Alors, le sport peut servir de succès d'année, de placebo, mais dans l'idéal, ce serait bien qu'en ce moment, ça ressurgisse dans la vraie vie pour nous garder debout. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais ils sont là, les héros. Hein? Les gens en première ligne, les soignants, le personnel de l'éducation. Oui, ce sont des héros entièrement, mais en ce moment, ces héros-là, ils ont les genoux à terre. Ouais. On est au moment de l'histoire où les héros sont terrassés. C'est le bout du stress, du suspense. Alors, dans les films, c'est ce qui permet de transcender. Ça va mal, le héros a le genou à terre, quelque chose arrive, ça leur permet de rebondir et de nous mener jusqu'à la victoire. Ben moi, j'ai hâte comme jamais que ce truc-là arrive parce que les héros, ils en ont besoin pour que l'histoire ne devienne pas le film le plus déprimant de l'histoire. Et nous aussi, on en a drôlement besoin. Ah, encore une fois, une belle réflexion, Hélène, et sincèrement, m'avait donné le goût, parce que là, je vois sur les médias sociaux les gens... Oui, c'est un hit oui, absolu. C'est un gros hit, après le truc aussi, avant des tigres, là, le dompteur de tigres, je sais pas trop. Là, bon. C'est moins con. C'est moins con. Mais est-ce que vous avez vu le baseball, le Ken Burns? Oui, je l'ai vu. Bon. Moi, j'ai adoré. Vraiment. En fait, tout ce que fait Ken Burns en général, je trouve ça brillant. Mais j'ai vraiment envie d'aller jeter un coup d'œil à Last Dance. Et si vous... Là, je ne savais pas que vous aimiez le sport à ce point-là. Moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la NFL, le football américain. Je ne sais pas si vous êtes fan du sport pour ce qu'il est, mais s'il y a un sport qui a développé et qui est un pionnier dans le documentaire, c'est bien la NFL avec sa division NFL Films. Ils ont une division, eux. Cool. Je ne connaissais pas. Ils ont un département cinématographique, et j'insiste, cinématographique, parce qu'eux, ils tournent en pellicule, ils tournent au ralenti. Wow. Ils tournent au ralenti. Et ça fait depuis les années 60 que la NFL documente ses saisons, entre autres. Pendant longtemps, ils ont fait une rétrospective de l'année qui s'appelait Road to the Super Bowl, qui était diffusée la veille ou 2 jours avant le Super Bowl et qui durait à peu près 1 heure et qui résumait la série avec des voix de stentors qui narraient vraiment un build-up narratif, dramatique, de match. Mais ça donne des frissons, c'est ça qu'on totalement. aime. Et moi, c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser à la NFL. C'est grâce à ces films-là, entre autres. Fait que c'est vraiment... Quand on mélange le cinéma et le sport... C'est les émotions de base. Ça marche incroyablement bien. Puis Any Given Sunday d'Oliver Stone, là, honnêtement, c'est un excellent film de sport. Je sais qu'on se méfie beaucoup d'Oliver Stone, mais son espèce de candeur et de premier degré mélangé à l'univers du foot, c'est... c'est drôle, vous parlez d'Oliver Stone et ça nous amène à ce nouveau segment qu'on a créé. J'ai même un petit jingle. Buongiorno, principessa! Good morning, Vietnam! You talking to me? Go ahead. Make my day. Oh. I'll have what she's having. I'll have what she's having. Alors Hélène, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on discute cinéma comme ça, de façon impromptue. Puis là, les gens m'écrivent, ils disent hey, c'est vraiment le fun de vos discussions. Alors j'ai décidé d'en faire un segment. Puis moi, ça me fait du bien parce que vous êtes une experte. Donc ça me permet, moi, d'avoir des suggestions et de discuter aussi de certains films. Et c'est drôle, je suis en train de regarder JFK de Oliver Stone, que j'avais pas vu. Que j'avais pas vu à l'époque. Et c'est quand même costaud, très costaud. C'est très, très costaud. Puis des thèses assez, qui me semblent, ont fait réouvrir les enquêtes autour de la mort de JFK quand même. Oui, voilà. Mais là, cette semaine, j'ai regardé 3... Mais en fait, j'ai regardé plus que 3 films, mais on va parler surtout de 2 films. J'y vais avec une première bande-annonce, puis je vais vous entendre après. Well, I run the office and tend the cabins and grounds and do little errands for my mother. The ones she allows I might be capable of doing. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother.
Mais oui, évidemment, Psycho, ouais. la musique est très, très facilement reconnaissable. J'avais déjà vu, évidemment, le film. C'était pas la première fois, mais mon Dieu que j'aime ce film. Et je l'ai oui. Je pense que c'est la première fois que je l'apprécie. Tu sais, je l'avais vu au secondaire. OK. Je l'ai revu peut-être début vingtaine, mais là, on dirait que la semaine dernière, quand je l'ai revu... Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le revoir ces temps-ci? Ben, je partage ma vie avec quelqu'un où on a deux univers culturels complètement différents. Alors, elle n'avait jamais vu de film d'Alfred Hitchcock. Trop occupé, je pense, à lire, entre autres, pour ses études. Mais non, mais on a vraiment deux... Puis c'est quand même rare de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais vu un film d'Hitchcock. C'est vrai. Aujourd'hui. Donc, ça m'a redonné le goût de le revoir. Puis elle a vraiment adoré, évidemment, Anthony Perkins, entre autres. Et là, je me demandais, est-ce que c'est son premier film? Anthony Perkins, c'est une bonne question. Je crois pas, mais c'est celui qui lui a en tout cas donné cette ouverture dans le Hollywood de l'époque. Oui. Moi, j'aime beaucoup Janet Leigh, surtout maintenant, qui est Marion. Puis j'adore cette façon qu'a Hitchcock de nous faire croire que c'est elle la protagoniste. Oui. C'est-à-dire que le film commence, puis on se dit, ça va être son histoire à elle. Oui. On la suit, puis à un moment donné, il rebrasse les cartes, puis on est dans un autre film complètement, où c'est plus elle, le personnage principal, ça devient le deuxième personnage, si on veut. Ouais. Et je trouve ça tellement brillant, surtout aller à une époque où le cinéma, c'est censé être début, milieu, fin, avec un suivi linéaire très clair. Puis Hitchcock qui dit non, c'est pas obligé d'être comme ça, on a le droit de s'amuser, puis de créer du suspense de façon... mais magistrale, vraiment. Ouais. C'est drôle parce que j'ai vu quelques jours avant In Cold Blood. Oh oui. J'avais lu évidemment le livre de Truman Capote et c'est un peu le même... Bien évidemment, le film a été fait en 67, In Cold Blood, et ça m'a pas fait penser à Psycho, mais comme vous en parlez, la façon que vous en parlez, c'est qu'au début, on a un film qui est assez linéaire. On voit rien, en fait, dans In Cold Blood. D'ailleurs, les deux partagent ça, c'est qu'il y a une espèce de pudeur aussi à ne pas montrer ce qui se passe, bien que In Cold Blood, éventuellement, on a la version des meurtriers, et là, ça devient plus... graphique, un peu plus... un peu plus graphique, un peu plus... épeurant aussi, même si on sait ce qui s'est passé, parce qu'on sait que la famille a été assassinée dès le début du film, on le sait assez rapidement, mais ce côté de brasser les cartes, d'avoir une espèce d'élément perturbateur dans l'élément perturbateur, ça m'a frappé en fait, puis la façon de parler de Psycho, effectivement, oui, au début on a l'impression, puis c'est long à partir là, elle prend l'argent d'une transaction qu'elle doit aller déposer, finalement elle part, elle a pas l'air de ça, elle part avec le cash, et à un moment donné, elle disparaît, et là c'est tout le personnage d'Anthony Perkins, de Norman Bates qui prend toute la place. Qui là devient le héros, en tout cas le psychopathe. Puis c'est marrant d'ailleurs, Hitchcock à l'époque avait demandé à ce que les salles de cinéma instaurent un nouveau système qui était pas d'admission dans les salles après le début du film. Ah ouais! À cause de ça, à cause de ce changement de perspective quasiment au milieu. Et vous, je sais que vous avez étudié beaucoup, là, en fait, votre doctorat était fait sur Tarantino, si je me trompe pas. Et les frères Cohen. Bon, et les frères... Ah oui, mon Dieu, ça je savais pas, je pensais que c'était juste intéressant. Mais Alfred Hitchcock se place où dans votre panthéon? Mon panthéon, c'est sûr, c'est un génie. Moi, c'est lui qui m'a... En tout cas, si vous avez un livre à lire un jour sur le cinéma, essayez de mettre la main sur les conversations Hitchcock-Truffaut. Ah oui! Truffaut, à l'époque, était encore critique et fan de Hitchcock, évidemment. Il lui a demandé des rendez-vous et ils ont fait un bouquin sur le cinéma où Hitchcock explique ce que c'est que le cinéma. Et c'est avec des exemples tellement bêtes. C'est lui qui m'a appris, par exemple, comment on différencie le suspense de la surprise. Par exemple, vous avez deux personnages et vous, en tant que cinéaste, vous filmez le plan de sorte à ce qu'on voit que sous la table, il y a une bombe. Vous créez du suspense, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la bombe va exploser. Mais on sait qu'il y a une bombe. Mais nous, spectateurs, on le sait. Les deux personnages ne le savent pas. Si vous filmez la même scène, mais vous ne filmez pas la bombe, et elle explose, c'est de la surprise. C'est plus du suspense. Effectivement. C'est plein d'exemples comme ça, tout bête. Fait que Hitchcock, pour moi, c'est l'inventeur de tout. Psycho, c'est peut-être la période où il va flirter avec le film d'horreur. Il s'en va vers... j'aime peut-être mieux la première période où il est plus dans le suspense, dans l'espionnage. Il faut dire, Psycho, c'est 1960. Donc, c'est quoi?
dans toute sa carrière, au milieu, on peut dire au milieu? Dernier tiers, je dirais. Dernier tiers, bon, voilà. Okay. Ouais. Et les films du début plus noirs, policiers, quel titre vous pourriez nous suggérer? Et en ce moment, Fenêtre sur cour, Vertigo, c'est peut-être le film qui fait basculer vers l'horreur. Mais moi, j'aime beaucoup North by Northwest avec Cary Grant, qui est l'espèce d'usurpation d'identité quand il court dans le champ avec l'avion derrière lui. C'est extraordinaire. Puis c'est vraiment l'incarnation du grand principe d'Hitchcock. Vous allez le voir dans tous ses films. Et il l'avait dit à un moment donné, c'est l'innocent doit souffrir. Je vous laisse avec ça. Mais ça c'est un pattern qui a été repris dans les films d'horreur. Évidemment. Puis les Cohen, quasiment tous leurs films sont irrigués par ça. C'est vraiment un des grands principes d'Hitchcock. Bon, et là, on termine. J'envoie un extrait parce que c'est une suggestion que vous m'avez donnée en DVD et j'ai vraiment adoré ce film-là. On écoute la bande-annonce. Ça va? J'ai fait une fausse route. C'est con pour un ministre des Transports. 4000 contacts et pas un ami. C'est ça votre problème, vous brassez du vent, vous n'avez rien dans les mains. Rien, par votre petite ambition. Ce n'est pas quelques gars qui vont bousiller 10 ans d'une amitié comme la nôtre, pas toi, Gilles. C'est une révolution du territoire. Vous ne faites pas une révolution avec des doutes. L'État, c'est devenu une misère. Une vieille godasse qui prend l'autre partout. Il nous reste quelques prérogatives. C'est quoi ce pays? Désolé. C'est quoi ce pays? Alors, le film s'appelle L'Exercice de l'État, sorti en 2011, de Pierre Scholler. Parlez-nous de ce réalisateur-là que je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est son premier film. En fait, c'était son deuxième. Avant ça, il avait fait Versailles, un film avec Guillaume Depardieu, fils de son père, qui jouait un SDF. Mais c'était pas tout à fait abouti. Et on dirait qu'avec l'exercice de l'État, Pierre Scholler a vraiment trouvé son sujet, c'est-à-dire la politique, puisque ça fait aux hommes. Et il va essayer de le reprendre d'ailleurs dans le plus récent de ses films, qui est un film sur la Révolution française, où il a essayé de remettre cette idée-là de l'avant. Ça marchait un peu moins bien. Mais l'exercice de l'État, pour moi, ça a été une surprise. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas tant, Pierre Scholler, et quand ce film-là a débarqué, ne serait-ce que l'ouverture du film, avec un crocodile dans les tapis, dans les salons de l'Élysée, c'est un espèce de moment complètement baroque et en même temps qui symbolise parfaitement tout ce qui s'en vient dans le film. Qui rappelait Bunker le Cirque, une série que vous vous rappelez peut-être. Non, mais l'ouverture, pas après ça. Là, le film n'a rien à voir, mais ce côté-là, on ne dira pas ce qui se passe avec le crocodile, mais et la performance, entre autres, d'Olivier Gourmet, que je connaissais très peu. J'avais jamais accroché à ce point sur son talent, sur sa prestance, c'est vraiment une révélation, je dois le dire. Michel Blanc, évidemment, que j'adore, que je connaissais, qui est très bon aussi dans le haut fonctionnaire, le grand mandarin qui fait son travail discrètement mais efficacement. Zabou Bretman aussi, qui est la conseillère en communication, qui est un peu plus beige, mais le rôle l'oblige aussi, parce qu'elle est critiquée pour ça. Mais c'est enfin un peu l'histoire d'un politicien, une figure montante, plus peut-être social-démocrate, plus à gauche, dans un parti aussi à gauche, mais qui se doit de faire des politiques de droite. Et finalement, il décide de mettre ses principes de côté pour que sa carrière prenne de l'expansion. C'est vraiment, vraiment un film extraordinaire. Et vous parliez tantôt avec Hitchcock de surprise. Il y en a une grande là-dedans, je dirais pas quoi, en plein milieu du film et qui chambarde tout et en même temps non. J'ai rarement été surpris comme ça d'un événement dans un film. Tant mieux, mais c'est vrai que... Et puis surtout, en ce moment, je trouve que c'est un film qui parle beaucoup parce que c'est cette tension entre le sacrifice de sa personne, de ses idées personnelles et le bien commun. Oui, les grands principes et la réalité, la réelle politique. Exactement, non, c'est une espèce de fresque humaine et politique, mais toujours à hauteur de ce qui se passe. On est presque dans le thriller. Hein. Non, mais totalement. C'est tendu, c'est anxieux, c'est cette idée du pouvoir aussi comme quelque chose de très intoxicant, très qui vous fait perdre la tête au bout d'un moment. Vous me l'avez prêté dans DVD. Évidemment, on va mettre les liens. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est un film français 2011, donc c'est pas une nouveauté. Il va être difficile à trouver ici. Peut-être. J'espère que non. C'est vraiment un maudit problème parce que vous avez vu, il y a un auditeur qui m'a envoyé un lien pour des films en France et finalement, on n'est pas sur le bon territoire.
soir. Mais ça se peut pas, ça. Je suis tanné. Là, je suis fâché. Ben oui, moi aussi. Ouais. Moi aussi, je suis tannée. Puis c'est vrai que les solutions de... Il faut se trouver un VPN pour pouvoir accéder aussi. C'est compliqué pour rien. On veut juste voir des bons films. Mais voilà. Voilà. Ben, merci, Hélène, pour cette chronique et merci pour cette discussion. J'aime bien ça. Puis je pense que le monde aussi. Là, moi aussi, j'aime ça. Et on dirait que ça me botte le cul à regarder plus de films pour savoir qu'on va en parler la semaine suivante. Fait que j'ai déjà hâte la semaine prochaine pour vous parler. J'aurais réussi mon confinement. Ouais, non, c'est un beau confinement jusqu'à présent. C'est un succès. Merci. Alors voilà ce qui termine ce 29e épisode de la balado de Fred Savard. Merci à tous nos collaborateurs et nos collaboratrices cette semaine. Hélène Faradji, Godefroy Lorando, le chercheur et philosophe Alexandre Klein et notre journaliste extraordinaire. Je suis vraiment content d'avoir trouvé cet interlocuteur pour nous parler d'Afrique, Karim Djinko. Merci à vous tous qui êtes tellement présents dans cette balado, qui m'écrivez, qui réagissez. Merci à Larry Dufresne qui m'aide à co-réaliser cette balado. Merci aussi aux gens chez SE Concept qui nous permettent de bien s'équiper, autant encore en brainstorm. J'aimerais ça ajouter de l'image un peu éventuellement. Je pense que ça serait le fun. Des petites promos qu'on pourrait mettre sur les médias sociaux pour que les gens nous voient un peu plus. Puis quand on va aller en région, oui, on va aller en région un jour, qu'on puisse filmer des trucs quand on est à l'extérieur de Montréal. D'ailleurs, merci à la communauté qui nous aide, qui est toujours là, qui attend, elle aussi, qu'on quitte Montréal pour pouvoir nous amener dans leur véhicule. Donc, partenaire depuis le début. Merci. Et si vous voulez réécouter tous les épisodes, ils sont sur lefredsavard.com. Si vous voulez participer aussi à la balado financièrement, c'est possible de le faire avec le bouton de don sur lefredsavard.com. Alors voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Bon courage, bonne semaine. Je sais que le confinement est difficile. Voilà, on va peut-être un jour s'en sortir. En attendant, on reste informé.